Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous dans votre émission Bonjour le Bénin. C'est la semaine qui commence et nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Bienvenue à chacun et à tous et installez-vous confortablement. Vous faites bien de ne pas nous marchander votre fidélité. Ce matin, nous parlerons d'une révolution en matière environnementale au Bénin. Est-ce que vous savez qu'au Bénin, il existe des artisans, il existe des personnes qui réfléchissent et qui transforment le raffia, par exemple? Oui, le raffia pourrait être une alternative au plastique. Dans la rubrique Le Bénin en mouvement, Amandine Agnabossou nous parlera de ce trésor qui commence par prendre place dans le quotidien de certains Béninois et ce serait intéressant pour nous de vulgariser la chose pour que le plastique commence par disparaître de nos habitudes. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, nous aurons donc le bulletin d'information. Vous savez que c'est le premier acte de cette émission, sans oublier que tous les autres axes seront abordés. Voici le tapis qui installe le bulletin. Génial, Afouda Moussiagoka, bonjour. Bonjour Alain. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va super bien. Alors le gris est un peu... bon, ça va? Ouais, n'est-ce pas? On s'est passé le mot, on dirait. On dirait. Il y a comme une symbiose quelque part autour de toute cette équipe. Voilà, de quoi démarrer avec de l'énergie. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, donc on va y aller. Je suis d'accord avec vous. Alors, mais génial, c'est qu'au niveau du Parti Les Démocrates, les démissions continuent de nourrir des discussions. Oui, effectivement, oui, Alain, vous le savez sans doute, hein, c'est une période dense au sein de ce parti. Et après l'affaire dite de parrainage, eh bien, mesdames, messieurs, 6 députés ont quitté la formation politique Les Démocrates. Dans l'émission Focus animée par Osia Sounouvou, 2 analystes politiques reviennent sur les causes et les conséquences possibles de cette crise interne. On les suit. Tout ce qui a été dénoncé des militants, des députés, tout ça, ils ne sont pas nécessairement de mauvaise foi. Ce sont des réalités auxquelles ils ont été confrontés. Ce sont des cas dont ils ont été victimes et ils se sont finalement exprimés. J'ai suivi Madame la députée Jeanne Nadjovi qui s'est clairement exprimée. Il y a Joël Godonou, il y a d'autres aussi. Je crois qu'il fallait faire l'analyse interne de la gestion du parti, ce qui n'a pas été fait. Et puis il y a une confusion de rôle. Dans la déclaration, il a dit qu'il est allé voir le président Patrice Talon en tant qu'ancien président de la République. La suite ne lui donne pas raison, parce qu'il a pris position sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on y va en tant qu'ancien président de la République, on ne va pas en tant que défenseur d'un camp politique ou d'un parti politique. Après le Conseil national, vous avez vu, tout le monde parlait dans tous les sens. Tous les députés, tout le monde pouvait parler. Il n'y avait plus la maîtrise du monopole de la parole. Qui est la personnalité morale qui conduit le parti Les Démocrates aux élections communales et aux élections législatives? C'est là le problème. S'il ne trouve pas la forme, la manière de régler les problèmes internes, il va encore accuser ceux qui sont en face de ce que son parti n'a pas eu de député à l'Assemblée nationale ou de ce que son parti n'a pas d'élus communaux locaux. C'est une question d'organisation. Il faut faire campagne. Il faut trouver les thèmes de campagne. Je crois que tout ça aujourd'hui, le parti LD est un peu désarticulé, pour ne pas dire déchiré dans tous les sens, parce que je pense, pour ce que j'observe, il n'y a que 6 députés qui sont partis. Il pourrait y avoir d'autres qui vont s'y ajouter, parce que les gros mécontents ne se font pas encore totalement voir. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, le Bénin a beaucoup évolué et qu'on ne manipule plus comme on veut certaines institutions de la République. C'est vraiment honteux. C'est regrettable que Yahi Boni puisse se lever, dire qu'il est parti en tant qu'ancien président et demande au président Talon de tout faire. Qu'est-ce que le président Talon peut faire? On a mis en place des règles. Il savait. Mais le problème n'est pas venu du camp d'en face. Vous vous rendez compte, le problème est tellement profond au niveau des démocrates que la nuit du 13 au 14 où ils devaient choisir leur candidat au siège du parti, vous allez voir, même les militants sont divisés. Il y a ceux qui sont pour la ligne Oundété, il y a ceux qui sont pour la ligne Agbodjo. Et tout ça, ce n'est pas le soir là que c'est arrivé, c'est depuis le congrès de Parakou où on a évincé des gens. C'est un problème de management. Et ça ne doit pas étonner, parce que Yahi Boni a fait la même chose avec FCBE en voulant imposer Lionel Zinsou en 2015 ou 2016. Résultat, il a cassé le parti.
Il est parti avec une aile avec certains comme Alassane Tigri, Eugène Azatassou, et puis l'autre, comment il s'appelle, Rumpé est parti aussi avec une autre partie. Mais c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. La saignée, je pense que ce n'est pas encore terminé. Les 6 députés sont partis, peut-être d'autres suivront. Vous avez vu, la dame Adjovi a dit que plusieurs fois, elle est allée se plaindre, mais on lui dit non, ça va, et il lui parle de Dieu. Et à moins d'1 an de la présidentielle, les soutiens au candidat Romuald Wadani s'organisent. Le réseau des amis de Romuald Wadani vient d'être lancé. Il est porté principalement par des jeunes bien décidés à promouvoir la candidature de celui qu'ils présentent comme le symbole de la continuité et du développement. Blaise Adampo. La marche vers la magistrature suprême en 2026 pour Romuald Wadani ne peut se faire sans les jeunes. Et le réseau des amis de Romuald Wadani, encore appelé Rawadayi, en est bien conscient. Le mouvement déploie sur le terrain une véritable armée de jeunes hommes et femmes répartis dans les 12 départements et les 77 communes du Bénin. Leur mission, mobiliser largement en faveur du candidat et étendre l'influence du réseau à travers tout le pays. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de procéder à l'installation officielle des coordonnateurs départementaux et communaux du réseau. C'est un moment fondateur qui donnera à notre mouvement une base solide et une voix forte dans chaque localité du Bénin. Alors, chers camarades, continuons d'arroser notre arbre commun. Continuons de croire, d'agir et de bâtir pour un Bénin toujours plus fort, plus uni et plus prospère. Pour le rare Wadani, Romuald Wadani incarne le choix idéal pour poursuivre les différentes œuvres de développement engagées au Bénin par le président Patrice Talon. Ce réseau n'est pas né du hasard. Il est né d'une conviction profonde, celle que le Bénin mérite la continuité du sérieux, la consolidation du progrès et la pérennisation de la rigueur qui ont transformé notre nation. Romuald Wadani, c'est la voie du sérieux. C'est la promesse d'un Bénin où le travail paye, où la jeunesse trouve sa place, où la femme devient actrice à part entière du développement national. Le réseau des amis de Romuald Wadani ne veut pas évoluer en électron libre. Ses membres souhaitent travailler en synergie avec les autres mouvements et associations déjà présents sur le terrain pour une cause commune, porter haut la candidature de Romuald Wadani. On parle éducation et entrepreneuriat des jeunes, former, accompagner et propulser les jeunes vers l'autonomie professionnelle. C'est l'objectif du programme TACDEV 2.0. L'Université nationale d'agriculture vient d'organiser un atelier pour valider le document du processus d'incubation et d'accélération. Il s'agit là d'un outil clé pour transformer les idées en véritables entreprises. Falon Kisezuno, Igor Ayoso. Des jeunes plus entreprenants, avec des idées plus innovantes. C'est ce que vise le programme TACDEV 2.0, conçu pour accompagner les universités africaines et les établissements de formation professionnelle. Ici, il est question de formaliser un cadre clair pour mieux accompagner les projets portés par les jeunes entrepreneurs. Et dans ce sens, 2 secteurs sont priorisés. Nous avons d'abord les racines et tubercules. Je veux citer le manioc, la patate douce, l'iam, pour ne citer que cela. Et le deuxième grand groupe, c'est les produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers non ligneux qui peuvent être des produits alimentaires essentiellement ou non. Je veux citer par exemple le baobab, le néré et le champignon. Et nous mettons également un accent sur les technologies innovantes qui sont intelligentes au climat. Donc, dans le processus des travaux qui sont liés aux racines et tubercules ou qui sont liés aux produits forestiers non ligneux, nous mettons un accent particulier, faisons vraiment attention aux technologies intelligentes au climat qui vont être développées et qui vont être la source même des idées d'entrepreneuriat que les jeunes vont développer. Et pour rendre réel tout ceci, un centre d'incubateur vient d'être mis à la disposition de l'UNA. En tant qu'étudiants, nous voyons dans ce futur centre
une grande opportunité. Le futur centre d'incubation de l'UNA représente bien qu'une simple infrastructure. C'est un levier stratégique pour stimuler l'esprit entrepreneurial. L'ambition de l'UNA est claire, former des jeunes compétents, entrepreneurs et socialement responsables, capables de transformer les défis agricoles en opportunités économiques durables. L'incubation n'est pas un dispositif annexe, mais un pilier central de notre modèle d'université d'impact. Au-delà de la validation technique, cette rencontre marque également un tournant, celui de la professionnalisation du processus entrepreneurial au sein de l'Université nationale d'agriculture. Et l'ambition est claire, faire de l'agriculture un secteur porteur d'emplois durables pour la jeunesse béninoise. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat toujours, il y a un défi auquel les entrepreneurs font face, celui de la concurrence. Alors, comment y faire face? Suivant justement des conseils du coach d'entreprise Makoso Alavo. Il est au micro de Ariane Da Silva et Élisée Desgaillons. En réalité, la qualité, c'est la satisfaction du client. C'est donner une bonne réponse à une demande bien comprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur un marché, que vous sentez de la concurrence, vous devez vous concentrer sur votre marché. Et en vous concentrant sur le marché, il faut poser la question au marché pour savoir exactement ce que le marché veut. Et lorsque vous donnez satisfaction au marché, ça vous permet au fait de vous démarquer. La concurrence oblige une course à l'innovation, à la démarcation. Et dans cette innovation, il faut rester coude à coude avec le marché, avec vos clients, parce qu'en réalité, ce sont votre satisfaction, votre essence, c'est la satisfaction de vos clients. Donc, il faut aller vers eux, il faut les écouter, il faut leur proposer à chaque fois le produit. Et c'est ça qui vous permet en réalité d'innover suivant ce qu'ils vous demandent et de faire ce qu'on appelle de la qualité. Dans la concurrence, il y a obligatoirement la qualité parce que la qualité va vous permettre de vous démarquer de vous. Aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup d'entrepreneurs créent des produits sans forcément aller sur le marché. Ils créent des produits et ils veulent obliger au fait les clients, les consommateurs à acheter leurs produits alors qu'ils pouvaient faire autrement. C'est d'abord aller sur le marché, discuter, déjà à partir de l'idée, jusqu'au prototypage du produit, jusqu'au test consommateur. Avec ces allers-retours répétitifs, on a une idée claire de ce que le marché veut et on donne au marché ce que le marché veut. Et là, on fait de la qualité parce que la qualité, c'est la satisfaction du client. Pendant ce temps, le secteur de l'artisanat, lui, dévoile ses talents dans le Sud. Boycon accueille en ce moment même la 2e édition de la foire régionale de l'artisanat du Bénin Zone Sud, une vitrine pour le savoir-faire local et un tremplin vers le Salon national de l'artisanat prévu dans quelques jours. Pierrette Adin aussi et Canel Capo. Nous sommes au niveau de la valorisation des déchets papier ici. Donc vous avez des papiers, avec les papiers vous pouvez fabriquer les perles, vous pouvez fabriquer ce que vous voyez ici, ou bien les boîtes à bijoux, les bracelets, ou carrément les sacs que vous voyez derrière moi. Entre créativité, innovation et tradition, les artisans de la zone sud font montre de leur savoir-faire à travers diverses œuvres. Chaque stand révèle le talent artistique béninois. Ici, vous avez un moulin à maïs. Et ça fonctionne avec un moteur diesel et avec un moteur asynchrone. Au cas où vous n'avez pas un démarreur, vous avez une manivelle que vous prenez pour démarrer le moteur. Il y a le système de réglage des dents. Quand vous serrez, vous bloquez le système. Et la farine sort là. Pour assurer la participation d'un grand nombre, il a érigé un chapiteau d'une capacité de 75 stands de 8 mètres carrés de superficie chacun. Vous y trouverez une variété de produits de qualité réalisés avec soin par des artisans valeureux, talentueux et passionnés. Je voudrais simplement vous dire, comme maire de la commune de Boycon et représentant de la commune d'Abomey, que c'est ce jour-là, c'est ce Dahomey-là que nous aimons. Ce Dahomey qui bouge, qui monte, qui accueille.
La foi se veut également une tribune d'opportunité entre artisans, visiteurs, acheteurs et partenaires. Elle traduit notre volonté commune de faire de l'artisanat un véritable levier de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement culturel. L'émulation constatée dans le monde artisan depuis le début de cette activité va prendre le relais à partir de cette ultime étape de Boycon pour impacter les artisanes et artisans des départements de la zone méridionale de notre cher et beau pays. Ce rendez-vous d'affaires et de promotion du potentiel artisanal du Bénin émane du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi à travers le Fonds de développement de l'artisanat en collaboration avec la Chambre de l'artisanat du Bénin. À la Poste du Bénin, les agents méritants et les partenaires engagés ont été célébrés à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, une journée d'hommage marquée par la reconnaissance du travail bien fait et la valorisation des parcours exemplaires. Les temps forts de cette cérémonie avec Ilia Kodjo et Mathieu Sokenou. Cette mélodie mythique des années 80, elle détend le personnel de la Poste. C'est la Journée mondiale de la Poste, célébrée en différé. Chaque année, le 9 octobre, la communauté postale mondiale se réunit autour d'un thème choisi par l'Union postale universelle pour célébrer le rôle essentiel que joue la Poste. Au cœur de cette célébration, l'art, le mérite et la reconnaissance. Et au-delà du plaisir partagé, la productivité de l'entreprise captive le regard. On y évoque la mission citoyenne de la Poste, l'importance de l'innovation et la coopération régionale. Permettez-moi de profiter pour féliciter la Poste du Bénin, qui s'est classée au niveau du service EMS comme le meilleur service de livraison express en 2024, occupant la première place en Afrique et la troisième au niveau mondial. Partenaires, clients, personnel, invités, tous réunis pour célébrer une Poste qui évolue. Une Poste qui relie les générations. 5e session du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, organisée à Cotonou. Eh bien, les travaux ont duré 4 jours et ils se sont achevés par un communiqué final lu par le porte-parole, dont voici un extrait. Les responsables de la fêtière des chorales du Bénin effectueront une retraite de 7 jours à Imeko en vue d'accélérer la finalisation de l'harmonisation des cantiques. La session a poursuivi les travaux d'évaluation et d'harmonisation des tenues ecclésiastiques. Un consensus a été obtenu sur le mécanisme d'harmonisation des tenues et couleurs au sein de l'Église et ce projet peut aboutir dans les plus brefs délais. Le système intégré de gestion des ressources de l'Église du christianisme céleste, SIGREC, une application numérique innovante dédiée à la gestion administrative et financière de l'Église a été examinée. Les membres du CST ont également pris connaissance du manuel de procédure comptable comportant le manuel de procédure d'audit et le manuel de contrôle interne. Le manuel de procédure administrative incluant les volets communication et formation. Ces documents visent à instaurer une gouvernance modèle transparente et conforme aux standards ecclésiastiques et institutionnels. Le CST a retenu le principe de sessions plus fréquentes afin d'assurer un suivi régulier et rigoureux des travaux. Il a également décidé d'intensifier les communications institutionnelles autour de ses missions afin de mieux faire connaître son rôle auprès des fidèles et responsables à tous les niveaux de l'Église.
Éduquer un enfant, comme vous vous en doutez, mesdames, messieurs, n'est pas chose aisée. Je ne vous apprends absolument rien. Alors, entre réalité du quotidien et modèles parfois contradictoires, certains parents se sentent démunis. Mais ne vous en faites pas, un nouvel ouvrage propose des solutions concrètes avec une approche originale. La méthode Yemi. Karamat Agbatawe Macléod Adam Ouswadi nous en parle ici. Être parent, c'est une mission exigeante, une responsabilité de chaque instant. Nourrir, protéger, accompagner et surtout transmettre des valeurs, des repères, une vision du monde. Et c'est là sans doute le cœur même de la parentalité. C'est une douce folie d'être parent. C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre parce qu'on est imparfait en tant qu'humain, mais on gagnerait beaucoup à découvrir à travers ce livre-là les clés bienveillantes qui nous permettent de faire l'étude à mi-parcours. Vous avez la clé des habitudes alimentaires, vous avez la clé des habitudes de loisirs. Trouver le juste équilibre entre liberté et cadre, entre autorité et bienveillance n'a jamais été aussi complexe. Il y a certains parents qui déjà se disent que voilà, ils ont été déjà assez outillés pour éduquer leurs enfants. Mais en lisant cet ouvrage, je suis sûr qu'ils vont découvrir d'autres astuces. C'est précisément dans cette quête que s'inscrit la démarche de l'auteur avec la méthode Yemi, une approche ancrée dans la réalité du quotidien qui mise sur l'organisation, la gestion du temps et la cohérence des habitudes familiales. Page après page, le lecteur découvre des outils simples, accessibles pour mieux comprendre son enfant et l'accompagner dans son développement. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même canal et surtout avec le même plaisir, n'en doutez pas. Voilà, Alain. Merci à vous, génial Monsieur Foudaboka. On vous souhaite une très bonne suite de journée. Toujours. Allez, moi j'y vais. On se retrouve demain. Oui. Allez, bonne suite. Merci. Allez, mesdames, messieurs, vous en doutez très bien que sur cette émission, la politique occupe également une bonne place. Et oui, on ne l'avait pas annoncé en titre, mais oui, par la grâce de Dieu, on va honorer ce rendez-vous et on parlera de l'actualité politique. Voici le tapis qui installe mon invité. Il s'installe, c'est un confrère qui va animer aujourd'hui donc avec moi cette rubrique intitulée Instant politique, le regard du journaliste, le regard du spécialiste des questions de droits de l'homme et de la démocratie sur l'actualité politique de notre pays. Anselme Pascal Aguéondé, bonjour. Bonjour, chers confrères. Comment allez-vous? Vous allez bien, ça va mieux? Pour le mieux, ça va. Allez, ça ira, j'en sais quelque chose. Ah oui. Allez, vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du web au niveau du quotidien du service public La Nation. En effet. Bienvenue. Merci. Quel regard, Anselme Pascal Aguéondé, portez-vous sur la dernière session parlementaire dans notre pays? Déjà, c'est une session ordinaire. On sait qu'en octobre, à partir de la deuxième quinzaine du mois, on s'attend déjà à l'ouverture de la deuxième session qui est dite qui est encore appelée session budgétaire. Et c'est le moment, en fait, d'étudier le projet de loi de finances qui a été envoyé par le gouvernement et le moment de commencer les négociations parlementaires par rapport à ce budget-là. Mais de façon spéciale, on a également eu droit à l'ouverture de cette session à l'initiation quand même par les deux députés qui sont présidents des groupes parlementaires du BR et de l'UPR. Ce sont donc les groupes parlementaires de la mouvance qui ont déposé un projet de révision constitutionnelle. Alors ça revient encore une fois. On sait que les Béninois, dès qu'ils entendent révision constitutionnelle, ils ont le tournis, ils ont tous les mots du monde. Parce que à l'entendement commun, c'est que lorsqu'on fait une révision constitutionnelle, c'est qu'on veut forcément s'attarder au pouvoir ou déséquilibrer un peu les institutions de la République. Peut-être c'est de bonne guerre, peut-être, parce que lorsqu'on parle de la loi fondamentale, on ne s'attend pas souvent à ce que ce soit révisé. Et c'est normal que l'on s'inquiète un peu. Et l'inquiétude n'a pas raté, puisque là, on parle de création de nouvel organe institutionnel. Justement, vous faites bien d'aborder ce sujet qui est d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour pour parler comme au Parlement. Anselme Pascal Aguéondé, c'est vrai que nous sommes dans une période assez critique, parce que là, on s'en va vers les élections. Abordons alors le sujet directement. Ouais. Qu'est-ce qui
paraît urgent pour que l'on procède à une révision constitutionnelle, là maintenant? Voilà, je me pose évidemment la même question. Et j'en arrive à la conclusion que c'est peut-être une initiation de projet pour anticiper sur la prochaine mandature. Certainement. C'est ce que je finis par me dire, parce qu'il n'y a pas urgence en la matière. Et quand on voit un peu ce qui est proposé et qui semble être tombé du ciel, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Vous savez, quand on parle par exemple de la première révision constitutionnelle, il y avait eu des débats en amont. On parlait de la création de la Cour des comptes. Et tout le monde pouvait s'accorder sur la nécessité de faire cette révision-là, afin, d'une façon ou d'une autre, d'insérer certaines choses. On parlait également de l'abolition de la peine de la mort. On pouvait comprendre quand même l'opportunité, la pertinence de cette révision constitutionnelle. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de création du Sénat, de traits politiques, de nouvelles notions que le Bénin crée dans sa... Et surtout que cette révision soit introduite le jour même de l'ouverture de la session. Ah ben oui, c'est pourquoi je dis, il y a justement de quoi se pose la question de sa pertinence. Et une fois encore revient le débat de la rationalisation de nos institutions. Parce que par les temps qui courent au Bénin, on se demande si c'est ce qu'il y a de plus opportun à faire. Lorsque on sait qu'il y a déjà, d'une façon ou d'une autre, une petite crise politique latente, et que l'on sait également que les populations, d'une façon ou d'une autre, sont un peu, je dirais, rébarbatifs quand il s'agit, quand il s'agit de la révision de la Constitution. Est-ce qu'au moment où on parle, où nous sommes en pleine période, je dirais, pas électorale, mais préélectorale, est-ce que c'est le moment le plus idoine pour parler d'un projet de révision de Constitution et de la création du Sénat, dont les attributions... Ah ben ouais, il faut en parler également. Bien sûr qu'on va en parler. Ah ben oui. C'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour exprimer leur inquiétude. Pourquoi est-ce que le gouvernement de Patrice Talon attend 10 ans après 10 ans de gestion, d'introduire, bon, ce n'est pas le gouvernement qui a introduit, mais ce sont les partis soutenant le gouvernement qui ont introduit une telle révision qui crée, selon les dires des initiateurs, une nouvelle institution dans le bloc institutionnel de notre pays. Quand, pendant 10 ans, le président lui-même, il a dit, mais attendez, il faut rationaliser les moyens de l'État pour faire preuve d'efficience et d'efficacité. D'où vient alors cette initiative? Qu'est-ce qui pourrait justifier la création d'un tel organe? Alors, nous savons ce que les initiateurs en disent, parce qu'ils parlent de la stabilité institutionnelle, ils parlent de la garantie de pouvoir poursuivre l'œuvre qui a commencé. En fait, l'on arrive à la conclusion que ces nouvelles organes institutionnels veulent maintenir, renforcer les acquis du développement, les acquis de ces 10 années qui viennent de passer, puisque c'est à la lettre ce que disent les initiateurs. Il s'agit de préserver les acquis du développement. Il s'agit d'une façon ou d'une autre d'arbitrer les oppositions entre partis politiques qui se retrouvent peut-être à l'Assemblée nationale, parce que très souvent, il y a de ces questions-là qui divisent. Alors, on se référera désormais au Sénat qui va trancher d'une façon ou d'une autre. On est en train de mettre en place un organe qui, même si on a vu, on voit cet organe dans d'autres pays, mais ce n'est pas forcément la même forme. Mais c'est un organe ici qui sera d'une façon ou d'une autre un peu plus puissant que la Chambre basse, qui est quand même la Chambre des représentants. Et il me plaît de faire quand même une distinction, parce que quand on parle de Sénat et qu'on parle d'Assemblée nationale, il est bon que les populations également comprennent un peu la nuance qu'il y a. Quand on parle par exemple de l'Assemblée nationale, on sait que c'est la Chambre basse et c'est la Chambre des représentants, c'est la Chambre du peuple. C'est une institution dont les membres sont élus par la population directement. Donc, élus directement, suffrage universel, direct. Alors, on sait que c'est les représentants du peuple et que leur rôle, c'est contrôler l'action gouvernementale, c'est de légiférer. Et surtout, ils ont quand même une plus forte ascendance quand il s'agit des projets qui concernent les lois de finances. Mais quand on parle du Sénat, attention, là, on l'appelle encore la Chambre haute. Et cette fois-ci, c'est la chambre un peu des élites. Quand on parle du Sénat, on pense forcément à une nomination ou à une élection à un suffrage indirect. Donc, mais quand on regarde de près, quand on regarde de près, ou du moins sur les extraits sur lesquels nous sommes tombés en préparant cette émission, il n'y aura pas d'élection des membres du Sénat tel qu'introduit par les députés en question. Voilà, exactement, parce que je le disais tantôt, soit c'est une élection indirecte ou c'est une nomination. Et dans le cas d'espèce, c'est une nomination, mais tenons-nous tranquilles. Le Sénat est généralement élu pour un mandat qui dépasse toujours le mandat de la Chambre basse, qui est la chambre de l'Assemblée nationale. Alors, donc, d'une façon ou d'une autre, on s'en va mettre en place
un organe qui peut-être aura un mandat de 7 ans, renouvelable combien de fois, on n'en sait rien, et on connaît déjà la composition. Les anciens chefs d'État. Alors là, on a raison de se poser des questions. Pourquoi attendre 10 ans pour créer un organe dans lequel celui qui s'en va pourrait siéger, et siéger pour longtemps encore? Mais quand on regarde de près, est-ce que, quelque part, les députés qui annoncent cette création de ce Sénat, quand ils justifient, par exemple, que l'absence d'un tel organe dans l'arsenal institutionnel de notre pays déséquilibre un peu les choses et que quand on regarde autour de nous dans les autres pays, ils en disposent, ces pays-là. Est-ce que vous semblez être convaincu de cet argument qui dit « nous n'en avons pas, les autres en ont, il est temps de corriger une telle situation ». Alors, je pense que le système politique, ce n'est pas un luxe et il ne s'agit pas de copier pour copier. Il faut s'adapter à son modèle de démocratie. Et là, ma foi, vous êtes d'accord avec moi que ce débat n'a jamais eu lieu. Est-ce à dire que c'est maintenant que nos chers députés du Bloc républicain et de l'UPR ont eu la magnifique idée de ce manquement qu'il y aurait dans leur système politique. Parce que quand vous ressentez une insuffisance dans un système politique, le débat se fait en amont déjà. Donc il ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui que ils ont peut-être fait le débat entre eux, mais est-ce que le débat devrait se faire entre eux uniquement ou bien avec une large concertation de tout le peuple? Je vous assure qu'un débat pareil, quand on parle du Sénat, c'est pas n'importe quoi. On entre dans un système bicaméral. Oui. Alors d'une façon ou d'une autre, on change un peu le système. Donc c'est une révision forte de la Constitution. Et pour un projet du genre, il faut en discuter. Il y aurait dû y avoir des débats en amont. On aurait commencé à sentir qu'il y a un projet du genre qui se prépare. Et puis, d'une façon ou d'une autre, il y aurait eu des contributions de personnes, je dirais quand même de référence dans le pays, qui auraient peut-être également donné leur avis sur la question, essayer d'orienter un peu le débat, parce que c'est quand même un débat qui change un peu le système politique. Et comme je l'ai dit tantôt, on entre dans un système bicaméral. Est-ce qu'il faut entrer dans un système bicaméral parce que tel pays est dans ce système ou pas tel autre dans ce système-là? Et puis, l'autre chose, vous l'avez évoqué, la rationalisation des dépenses de l'État. Quand on sait que ceux qui vont entrer dans cet organe-là sont des anciens chefs d'État, anciens présidents du Parlement, anciens présidents de la Cour constitutionnelle, vous savez déjà un peu lorsqu'ils sont on parle même d'anciens chefs d'État-major. D'État-major, puisqu'il y a un volet sécurité également qui est quand même assigné dans le mandat de cet organe-là. On parle également de la stabilité du territoire, la stabilité sécuritaire. Oui, bien, Anselme Pascal Agaoundé, quand on évoque la présence d'anciens chefs d'État-major dans une institution telle que le Sénat, est-ce que quelque part on n'est pas en train de sortir l'armée des casernes dans lesquelles on a voulu les contingenter depuis la conférence nationale? Ah ben bien sûr, l'on peut penser que, à juste titre d'ailleurs, que l'on est en train d'une façon ou d'une autre sortir l'armée un peu et de mêler l'armée à la politique. Alors demain, que l'on ne s'étonne pas alors de voir que l'armée s'intéresse de plus en plus à la politique parce qu'à partir du moment où vous mettez des anciens chefs d'état-major, ils peuvent commencer à nourrir des ambitions. Il ne faut pas de go dire directement que c'est ce qui arrivera, mais il ne manque pas de pertinence quand même d'envisager que avec cette formule-là, avec cette désignation, l'armée puisse s'intéresser de plus en plus à la chose politique, avec tous les revers que cela constitue, puisque nous savons un peu ce que cela a pu créer dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus, l'on confine un peu l'armée dans les casernes. Eh bien, de toutes les façons, on verra si l'initiative va porter ou pas. Les députés LD, dans le camp LD, justement, il y a une cascade de démissions. On a 6 députés sur 28 qui ont quitté le parti. À votre avis, Anselme Pascal Agaoundé, est-ce que le parti Les Démocrates est en train de connaître ce qu'on pourrait appeler une implosion? Oui, une implosion. Une implosion dont les causes sont quand même profondes. Nous avons pu voir le président de ce parti-là s'exprimer. Nous avons vu des membres du parti s'exprimer. Et tout ce qu'ils ont pu dire, je pense, ne manque pas de fondement. Parce que d'une façon ou d'une autre, dans tout parti politique, dans tout groupe d'ailleurs, il y a toujours des frictions. Il y a toujours des dysfonctionnements. Le plus important est de toujours faire régner quand même ce que je peux appeler un minimum de consensus autour duquel l'on peut s'accorder. Et puis,
personne ne pourra nier le fait que même au niveau de la majorité présidentielle, il y a encore des frictions. C'est peut-être des frictions larvées qu'on ne voit pas forcément, mais il y en a toujours. Et c'est là où je regrette un peu encore que la réforme du système partisan n'ait pas fondamentalement changé les hommes. Parce que si cela avait été le cas, la discipline de groupe aurait été quand même primordiale. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, chacun a sa responsabilité dans la friction qu'il y a actuellement et dans l'émiettement de ce parti-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un parti qui a donné un peu d'espoir au peuple. Lorsqu'il y a débat au Parlement... En 2023, déjà, on voyait les députés LD comme un groupe qui pourrait équilibrer le débat politique au niveau de l'Assemblée nationale. Ah ben oui, et vous voyez, malgré peut-être le nombre, 28 députés sur 81, malgré ce petit nombre-là, mais les populations étaient quand même intéressées de voir un jeu politique un peu plus équilibré, surtout que pendant un premier mandat, ils ont senti que le débat était unique, à sens unique. Il fallait maintenant restaurer un peu l'équilibre au Parlement, l'équilibre retrouvé, et malheureusement, on se retrouve encore à perdre des plumes au niveau de ce parti qui n'en a que trop peu déjà. Pascal Anselme Agendé, est-ce que de 28, ils sont passés maintenant à 22 la minorité de blocage a volé en éclats. Est-ce un boulevard désormais pour toute révision de constitution? Pratiquement, parce que vous savez, la révision de la Constitution, par exemple, c'est la loi qui demande, qui est plus exigeante. Et là, il faut 3 cas simplement pour pouvoir passer ce projet-là et pouvoir étudier le projet. Et les 3 cas, ma foi, on l'a déjà. Pratiquement, avec les 6 qui ont démissionné, on peut passer à la deuxième étape, le vote. Et pour le vote, il faut les 4/5e. Et pour les 4/5e, on aura besoin que de 88 députés. Ils sont 81. S'ils sont démissionnés, si on arrive à les avoir, ça fait 87. Il faudra juste peut-être débaucher un seul. Et la révision de la Constitution est actée. Donc, d'une façon ou d'une autre, le blocage que cela pourrait constituer, que le LD aurait pu constituer, ce blocage est assez fragile aujourd'hui. Et ma foi, on entend dire qu'il y a peut-être des démissions encore qui sont en train de se susurrer là. Alors, c'est possible que d'ici quelques jours, on se rende compte que la coquille LD sera simplement observatrice à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous, on sera en position d'observateur, vous et moi. Ah, bien sûr, bien sûr. On continuera à faire notre travail. Ah oui, on continuera à faire notre travail. Je voudrais, pour boucler cet entretien avec vous, mon cher Pascal Anselme Agendé, aller vers l'ONU où le secrétaire général Antonio Guterres parle de nous, parle de vous, parle de moi. Et il dit que quand les journalistes se taisent, quand on fait taire les journalistes, c'est la voix de tout un chacun de nous qui s'en va. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Fondamentalement, il a raison. Et je pense qu'à sa suite, plusieurs organismes internationaux ont pu sortir des déclarations du genre. Et je me rappelle quand même que Amnesty International le fait souvent, parce que les journalistes, d'une façon ou d'une autre, c'est la voix du peuple. Et lorsque tout meurt, lorsqu'on semble encloisonné, lorsqu'on semble un peu, je dirais, privé de liberté d'expression, les journalistes restent le seul recours. Et quand les journalistes eux-mêmes se mettent dans la position de ceux qui sont apeurés, ou lorsqu'ils sont dominés, lorsque d'une façon ou d'une autre, ces journalistes n'arrivent pas à exprimer leur opinion, c'est le peuple qui en pâtit. Parce que les journalistes, un journaliste, c'est la voix de tous. Allez, nous, on sera la voix de tous les Béninois qui observent donc ce qui se passe dans leur pays et autour d'eux. Et sur ce plateau, Anselme, revenez-nous quand vous voulez ici, c'est votre maison. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Et surtout, merci, je sais pourquoi je vous dis merci, et force et santé à vous. Merci. Chers amis, on va continuer cette émission en prenant congé de notre invité et on va passer donc à événement à la une aujourd'hui avec Patrick Diossou, l'homme toujours au rendez-vous. Voici son tapis. Patrick Gérard Diossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va, ça va. Toujours matinal, tranquille. Oui, par la grâce de Dieu. Nous sommes le 3 novembre. Oui. Et pour démarrer votre rubrique, Patrick, vous avez voulu nous rappeler quelque chose au Bénin qui remonte à 2015. Oui, à 2015, il y a exactement 10 ans, le 3 novembre, c'était un samedi, et il y a un groupe qui s'était présenté à la télévision nationale pour parler un peu de son parcours. Non pas pour installer le parcours, mais pour dire qu'il y a une fête pour le parcours, les 20 ans
de Gangbe Brass Band. Vous connaissez bien le groupe. Sûr. On va suivre cet élément qui date d'il y a 20 ans. Nous sommes sur les préparatifs des 20 ans. Gangbe est créé en 1994. On a 5 albums, 4 albums de rencontres. Et là, on a prévu plusieurs manifestations dans le cadre de la célébration de nos 20 ans. Ça commence le 31 octobre et ça se termine le 7 novembre. Donc on a 6 dates pour 4 lieux. On a l'Institut français, on a le marché d'Antokpa, on a le centre artistique Africa de Agla Kangleu, on a le patriarche. Kiniwe! 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 Waya chelo acheto me hole we sinu me iro waya chelo acheto me hole we sin o jejeje waya chelo acheto me hole we sinu me no si me hole yele we no mali yoda me no mo me hobo si lepo yele we no mali yoda tu waya chelo acheto me hole we sin o jejeje waya chelo acheto Yidona mero, awilibu yidona mero, oyidona mero, awilibu yidona mero, oyidona mero, yege. Eh ouais, sacré bande, brass band, Gangbe brass band, voilà, j'y arrive. Alors, on commence cette journée avec cette joie-là de Gangbe brass band. Ça fait 10 ans. Ils avaient 20 ans. Donc, disons qu'aujourd'hui, ils ont 30 ans. Ah ouais, ils sont matures. Ils sont matures. Ça passe vite. Ah ben bien sûr. Et puis Patrick Dossou, c'est un groupe qui a parcouru le monde. Hein. Oui, ils ont parcouru le monde. Ils ont fait découvrir le Bénin un peu partout. Je crois qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'ils sont... Oui, ils sont allés en Australie, me semble. En tout cas, ils ont parcouru le monde. Ils ont démontré que l'on peut jouer la musique traditionnelle avec des vents, avec trompette, trombone, saxo, tuba et caisse claire ou nos percussions. Ils ont utilisé notre identité pour mettre en relief la fanfare. Tout à fait. Et ce n'est pas simplement la fanfare, c'est pour ça qu'on a parlé de brass band. C'est une bande qui brasse, oui, avec trombone, le cuivre, trombone, trompette, trombone à coulisses, trompette à piston, et saxophone et tout le reste. Donc voilà, ils ont pu démontrer que l'on peut utiliser les cuivres pour pouvoir parler de notre musique traditionnelle, modernisée dans une certaine mesure. Donc, ce sont des ambassadeurs qui ont parcouru le monde entier. Ah ouais. Et il y a 10 ans, ils avaient 20 ans, donc ils ont 30 ans aujourd'hui. Eh bien, on leur souhaite d'avoir encore 30 ans, pourquoi pas, oui, et d'en faire carrément une institution. Oui, c'est devenu carrément une institution parce qu'il y a eu beaucoup de brasses qui sont nées après Yolin Brass Band. Il y a beaucoup de brass bands qui sont nés après. Disons qu'ils sont un peu les ancêtres de tous ces groupes-là en réalité. Voilà, ils sont les ancêtres. Et ils ont pu montrer à tous ceux qui utilisent la fanfare dans beaucoup d'autres pays qu'on peut utiliser la fanfare et en faire un instrument local. Voilà. C'est ça. Une sorte de transformation et je dirais de transition avec nos couleurs locales. Exactement. Oui, couleurs locales avec couleurs qui ne semblent pas être locales puisque les cuivres ne sont pas très locaux. On a des cuivres chez nous, mais ce n'est pas la trompette ou le trombone ou le tuba, non, ou le saxophone. Non, on avait d'autres cuivres. On a le cor, d'accord. On a la flûte, oui, mais qui ne sont pas toujours fabriqués en cuivre, même si on utilise le mot cuivre comme idée générique. Allez, Patrick Dossou, on parle aujourd'hui également d'une journée. Oui, une journée. En fait, c'est le 23 novembre qui est la journée mondiale de la gentillesse. Or, le 23 novembre, il y a eu un événement qui s'est passé en France. Je ne voudrais pas évoquer l'événement. Et les Français ont décidé de ramener la journée de la gentillesse au 3 novembre. Et aujourd'hui, on est le 33 novembre. La gentillesse, c'est pour parler de tout ce qui tourne autour du caractère humain et qui pousse à aimer le voisin et à être
dans une certaine sympathie, une empathie. Il faut pouvoir servir le voisin sans idée préconçue. Et la gentillesse n'est pas de la faiblesse, c'est de la force intérieure qui montre que l'on peut aller au-delà, l'on peut transcender ce que l'on a comme agressivité et que l'on peut servir celui qui est en face de soi, le prochain. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la gentillesse. On va revenir là-dessus. Oui, mais Patrick Dessous, est-ce que quelque part, quand on dit, il y a un dicton qui dit trop bon, trop couillon? Oui, le dicton qui dit trop bon, trop couillon s'applique dans la mesure où ceux qui sont en face de vous, pour la gentillesse, ne sont pas toujours dans cette idée que la gentillesse, c'est pour pouvoir aider l'humaine nature. C'est de l'humanité. C'est être humain que d'être gentil. Mais ceux qui sont en face se disent, il est gentil, je peux en profiter. Je peux en abuser. Je peux en abuser. Et l'abus, c'est déjà du trop. Vous savez, tout ce qui est abus est négatif. Donc, c'est dans cette mesure que trop bon, trop couillon, ça s'applique, tient sa place. Sinon, il faut être gentil. Il faut l'être jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de je suis religieux, je suis pasteur, prêtre, je suis croyant. Non, c'est une question d'être humain. L'être humain est de nature gentille. Et lorsqu'on dit que quelqu'un n'est pas gentil, automatiquement on se dit il est sauvage. Et ce qui est sauvage, c'est dans la brousse, c'est dans la forêt, c'est dans la jungle. C'est dans la Alors, jungle. mais Patrick, quelque part, moi j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais quand celui qui, ou bien la personne qui fait preuve de gentillesse tout le temps, en arrive à subir et à essuyer plusieurs fois des trahisons, c'est vrai, il ne demande rien en retour, mais il subit des trahisons. Il n'a pas le retour de cette gentillesse-là. Qu'est-ce qui pourrait advenir d'une telle personne et de sa façon d'être avec les autres? Cette personne pourrait devenir, non pas gentille, mais pas méchante, mais réticente par rapport à la gentillesse. Elle pourrait baisser son quota, son taux de gentillesse. Mais certains diront, quand la sagesse se mêle à la gentillesse, on se met vraiment au-dessus du lot. C'est un peu comme le moine tibétain ou le moine, je dirais, pas tibétain, le moine dans la tradition chinoise qui se met au bord de la rivière et qui sauve un scorpion en train de se noyer. Et dès qu'il le sauve, le scorpion le pique et il l'abandonne. Et le scorpion veut se noyer, il met la main pour encore le sauver. Le scorpion le pique une deuxième fois. Il l'abandonne, mais il essaie toujours de le sauver. Il arrive à le sauver. Et son serviteur lui dit, mais pourquoi, maître, vous essayez toujours de le sauver et vous pique chaque fois? Il dit, son rôle, lui, c'est d'utiliser son dard pour piquer. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Mon rôle, moi, c'est de sauver. C'est dans ma nature. Ne changez pas votre nature parce que l'autre vous renvoie une autre nature. Voilà ce pourquoi ceux qui sont gentils ne doivent pas changer leur habitude d'être gentils. Ils doivent continuer de l'être. Parce que ceux qui piquent et trahissent doivent continuer à piquer et trahir. Dans une certaine mesure, oui. Parce que même dans la Bible, Apocalypse 22, 11, oui, que ceux qui sont justes continuent d'être justes. Que ceux qui sont injustes continuent d'être injustes. Je viens pour la rétribution de chacun. Chacun aura sa récompense selon son comportement. Et ce n'est pas que je joue au pasteur ou au prêtre, mais c'est bon, vous n'en êtes pas loin. Apocalypse 22, 11, il faut le lire. C'est comme ça. Ceux qui veulent être justes, qu'ils continuent d'être justes. Ceux qui veulent être injustes ou incroyants ou méchants, oui, qui continuent. Le jour vient où chacun ramasse la tontine. Simplement. D'accord. Allez, le sujet que nous allons aborder maintenant n'est pas une question de tontine, quand bien même c'est une initiative qui va rassembler beaucoup de monde. Oui. On parlera donc, Patrick Dessous, de Cotonou, qui va être un peu le carrefour du show des autos et des motos. Oui. Alors, c'est M. Fambo qui va nous en parler. Et Cotonou, on va lui demander de venir s'installer.
Cotonou Automoto Show. Bonjour, Monsieur Fambo. Il y a un prénom qui me plaît dans votre nom. On a dit Akpeji. En effet, Akpeji, oui. Un peu comme pour dire merci à Dieu. Akpeji Nemaru. Akpeji Nemaru. Ouais. Ah, ok. C'est dans quelle langue? C'est en Minan. En Minan. Mais je suis Adja. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Monsieur Donald Akpeji Fambo, vous êtes membre du comité d'organisation de ce qui se présente comme un festival des autos et des motos à Cotonou. Pourquoi une telle initiative? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une telle initiative parce que vous allez remarquer avec moi que Cotonou change, le Bénin change. Oui. Notre pays se modernise. Les routes, les infrastructures deviennent de plus en plus intéressantes. Oui. Et vous imaginez donc que face à cela, on ne peut pas toujours continuer à adopter nos anciennes pratiques, nos anciennes habitudes sur nos routes. Oui. C'est pour cela justement que AT Conseil La Belle Bénin a initié cette kermesse-là, ce festival, ce rendez-vous, voilà, pour mettre en présence les professionnels, toute la filière, les passionnés, tous ceux-là qui interviennent justement dans la mobilité. Oui. C'est de là qu'est parti le nom Salon international de l'automobile, motocycle, services associés. Donc tout ce qui tourne autour justement de la mobilité. Oui. Tout ce qui tourne autour de la mobilité. Vous parlez de tous les acteurs, qu'ils soient acteurs présents ou acteurs virtuels. Depuis la conception même de l'automobile jusqu'à son utilisation et même son entretien à travers les techniciens, à travers les experts, à travers même les assurances. Oui. Ceux-là qui contribuent à assurer nos autos, nos motos et consorts. Voilà, c'est tout cet ensemble. Exactement. Et c'est pratiquement une semaine de manifestation. C'est vrai. On est le 3 aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui commence déjà le 6. Dès demain. Dès demain, le 4. Dès demain déjà. OK. Dites-nous le programme. Alors, le programme de ce salon-là, déjà dès demain, nous allons continuer à voir du côté du Palais des Congrès, puisque c'est là que se tiendra le salon. Le Palais des Congrès, oui. Nous aurons déjà une continuité d'installation des équipements. Nous aurons des stands qui vont être là. Environ, on aura une trentaine de stands qui abritera différentes entreprises, différents partenaires qui viendront vendre leurs services à la population. Au-delà, nous avons également des conférences de formation, des débats. Bon, oui. J'avoue que pour être un peu plus précis, déjà dès le jeudi, nous avons un atelier de formation qui a pour thème la lubrification du moteur. Quel produit... Avant d'aller au jeudi, je ne sais pas que je mets le pied sur votre langue, mais dès le mercredi, il y a une activité qui a attiré mon attention. Vous avez parlé de la course des chevaux. La course et de la moto la plus lente. La moto la plus lente, c'est plutôt, je crois, jeudi ou vendredi. Ah, ok, d'accord. Oui, jeudi. Okay. Bon, ce qui est sûr, il y aura des inédits dans ce salon-là. Forcément. C'est vrai, vous avez commencé par dire, hein, Cotonou, qu'on le veuille ou pas, quand vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il y a une métamorphose. Ce salon, quel est l'intérêt de ce salon de Cotonou Automoto Show pour le Béninois lambda, pour les utilisateurs de moyens roulants? Il faut aussi se dire que de plus en plus, qu'on voit de nouvelles voitures neuves en circulation. Et on a l'impression que c'est des choses qui coûtent cher. Alors que le gouvernement, dans sa politique toujours de faciliter la mobilité, et dans ses lois des finances depuis quelques années, donne des allègements pour acheter ou pour encourager les gens à beaucoup plus aller vers ces moyens roulants. Beaucoup ne le savent pas. J'ai été subjugué il y a quelques années de voir que des voitures neuves coûtent moins de 15 millions, moins de 10 millions. Et aujourd'hui encore plus. Le service est disponible à l'endroit de la population. Et donc, il est important que les uns et les autres viennent profiter de ces opportunités-là. Parce qu'au cours du salon, nous aurons des offres assez promotionnelles. Il faut le dire. Il faut également dire que pour les motocycles, nous allons offrir 1000 vidanges gratuites le long des 4 jours. Oui. Voilà, des 4 jours que durant le salon. Et voilà. OK. Bon, alors les innovations, vous étiez en train de les évoquer. Justement parce que comme nous parlions de nouvelles habitudes, il faudrait également informer, sensibiliser, éduquer. C'est de là que certaines formations, certains ateliers ont été initiés qui vont parler entre autres de la lubrification du moteur. Quel produit pour quel moteur? Parce que
aujourd'hui, c'est courant de voir des gens qui, selon leur bourse, vont justement au bord de la rue, dans un magasin, aller acheter juste un truc juste pour la voiture ou la moto, alors que c'est pas forcément ce qui est indiqué. Oui. Chaque moto, chaque moteur, je vais dire, avec sa lubrification qu'il faut. Qu'il faut, justement, et les comportements qu'il faut avec. Oui. Nous avons également, en conférence publique, après le lancement justement du jeudi à 15h, il y a le lancement officiel, qui sera suivi d'un panel de haut niveau, dont la thématique, c'est optimiser la mobilité humaine au Bénin face aux enjeux climatiques, défis et perspectives. Après cela, nous aurons le vendredi une conférence publique sur l'accès à la mobilité au Bénin, défis, opportunités et perspectives. Je parlais tout à l'heure du fait que les voitures neuves sont de plus en plus présentes en circulation, justement, et encouragées par le gouvernement. Il y a également après la parade des motards. En partenariat avec les motards du Bénin, ils vont un peu nous égayer et faire du show. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu, hein, Patrick, si vous le voulez bien, sur ce qu'apporte désormais le gouvernement béninois aux populations en matière d'acquisition de voitures neuves ou bien de moyens roulants neufs. Oui. Le gouvernement a fait pratiquement de l'exonération sur les frais douanières. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, avec la loi des finances qui est en train de finir là, c'est peut-être 1% ou 2% maxi du prix d'achat du véhicule. Donc, ça veut dire que quoi, quand vous achetez un véhicule qui coûte 5 millions ou 10 millions, c'est 1% que vous payez comme frais de douane. Pour peu qu'il soit neuf. Pourvu que ce soit neuf. Voilà. Quand c'est du neuf, du véhicule neuf, vous ne payez pas des frais de douane exorbitants qui vous découragent. Quelques taxes. Voilà. Par contre, quand vous allez chercher un véhicule qu'on appelle France au revoir, bienvenue de France, les frais de douane, c'est comme ça. Donc, c'est une manière pour le gouvernement d'encourager la population à aller vers les moyens de locomotion neufs et puis, par la même occasion, lutter contre la pollution. La pollution, oui. Donc, en fait, c'est l'économie et l'écologie qui sont... Voilà, qui se donnent la main. Qui se donnent la main pour offrir un mieux-être à nos communautés, à nos populations. Oui, voilà. Ça, Alain a fait vraiment... Vous avez fait le vrai parcours qu'il y a actuellement. Parce que le parcours, c'était le parcours du combattant. Vous prenez un véhicule, je ne sais pas, à 5 millions et vous vous retrouvez avec 5 autres millions comme frais de douane. C'est dit également, après ça, il faudra également penser à avoir quelques 5 millions d'économies. Parce qu'on ne sait jamais. La voiture sort et puis le lendemain... il faut aller chez le mécano tous les jours. Oui. En tout cas, j'en connais qui me suit à ce moment. C'est sûr qu'elle n'aime pas entendre parler de voitures venues de France. Et ça, je ne fais pas le secret, c'est heureuse d'annonce. Elle n'aime pas entendre. Il vaut mieux éviter d'aller chez le mécanicien tout le temps. Et puis bon. Il faut dire qu'on parlera également de sécurité routière. D'accord. Parce que nous parlons de changement de comportement. Oui. Et donc, entre autres panels de discussion, on va également aborder la question de la sécurité routière. Oui. Et également, voilà, pour finir, nous allons essayer de faire le point de ce que ça a été, de ce que les populations ont tiré, ont pu bénéficier justement de cet événement-là pour davantage affûter nos armes pour l'édition à venir. Oui, c'est sûr. Avant de faire le bilan, il faut déjà que l'événement ait lieu. Moi, j'ai bien envie de poser une question. Quand vous avez abordé la question de la sécurité routière, est-ce qu'au niveau de ce salon-là, il y aura la police qui viendra intervenir, pas pour réprimer ou bien pour faire peur, mais puisque la police est un acteur intégrant du système de mobilité dans notre pays et surtout de sécurité routière. Tout à fait. Quelle sera la place de la police républicaine dans ce salon? Aujourd'hui, nous remarquons aisément dans la ville que les policiers, heureusement, on a commencé à comprendre que leur rôle, c'est de sensibiliser, loin de l'idée de répression que tout le monde a un peu souvent. Et donc, c'est une opportunité que nous leur offrons, que nous offrons à la population, justement, de venir davantage être à l'écoute de l'information. Au-delà de la police, nous avons également les acteurs de la sécurité routière, du CNSR, justement, qui seront là pour non seulement parler aux populations le long du salon, pour que l'information soit continue. Voilà. Allez, Patrick Dossou. Oui, je crois. On a pratiquement tout dit. Cotonou va connaître un show. Cotonou, Automoto Show. Et ça va être du show. Vraiment du show. Au Palais des Congrès de Cotonou. Du 5 au 8. Oui. 5 au 8, oui. D'accord. Nous allons donc, voilà, si vous le permettez, demander justement à la population de bien vouloir se déplacer massivement. Parce que c'est une opportunité pour même les fonctionnaires,
les assurances, tout le monde, toutes les personnes qui interviennent dans la mobilité, à bien vouloir venir saisir les opportunités qui sont liées à ce salon-là. Et parlant d'opportunités, Patrick, vous savez que le Bénin est en train d'amorcer une révolution. On a parlé de la lutte sachet reloué pour décrier le sachet. Oui. Les Béninois ont trouvé le bon filon avec la transformation du raffia. On va en parler dans cette émission. Après, mesdames, messieurs, l'autre chose dont on va parler, ce sont nos animaux domestiques et surtout le gardien de l'homme à la maison, le chien. Comment est-ce qu'on peut arriver à dresser le chien? Côté santé, on va en parler. Et puis, n'oubliez pas qu'en fin d'émission, on aura donc Marcel Arrossi pour la revue de presse. Voilà un peu tout ce qui reste comme amarture dans cette émission à prendre. Alors, M. Fambon, on va prendre congé de vous. Patrick, est-ce que vous avez une ou deux questions? Non, c'est bon. Je crois que tout ce qui reste à dire, c'est inviter les populations à aller au Palais des Congrès. Tout à fait. Oui. C'était prévu qu'on fasse la chevauchée devant Bioguera pour justement, parce que Bioguera avec son cheval, c'est l'exemple parfait de mobilité. Ce qui est sûr, on va participer à ce Cotonou. J'espère vous retrouver vivement. Ne vous en faites pas, je suis un passionné de voiture, donc on va en parler. Allez, merci à vous. Merci. Excellente journée à vous. À vous pareillement. Patrick Jossou, on va installer la fine fleur. Vous connaissez la fine fleur? Amandine, Agnambous. J'ai vendu le secret aujourd'hui. Mais regardez vous-même si ce n'est pas notre fine fleur de la rédaction. Elle n'est pas si fine que ça, hein? Elle est fine de toutes les façons pour nous. Amandine, ça se passe dans la tête, la finesse. Ça se passe dans la tête, voilà. Amandine Agnambous, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien et je suis tellement content de vous retrouver sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? Parce que j'ai en coulisses, dans la vie de tous les jours, à la télé ici, j'ai l'habitude de vous taquiner tout le temps. Et vous avoir sur ce plateau, vous m'offrez l'occasion officielle de vous taquiner davantage. Officiellement, bien sûr. Alors, super. Amandine, on va vous installer puisque vous allez nous parler de raffia. Oui, on va parler de raffia. Christelle, si vous nous offrez le tapis. Le raffia pourrait devenir une matière qui va nous donner beaucoup de produits. Et nous allons commencer peut-être par avoir des sacs et pas mal de choses à base de raffia pour nous tenir loin du plastique. C'est ce qu'Amandine nous dit ce matin. C'est exact, Alain Sotoumé, la problématique des sachets plastiques au Bénin. Vous le savez bien, en dépit du vote de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017, la commercialisation et l'utilisation n'ont pas cessé ou bien n'ont pas faibli. Donc chaque année, est-ce que vous savez qu'environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans? Ce qui équivaut pratiquement à un camion de gabarit moyen de déchets plastiques par minute. On est en train de remplir la mer. La mer. Et ce qui, un camion par minute. Oui. Et qui malheureusement, le plastique, lui, il n'est pas biodégradable. Il pollue les mers, les sols. Et plus dramatique encore, on le retrouve dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Ah oui. Ouais. En micro-portions. Voilà, parce qu'un poisson est là. Qui... Oui. Par exemple, du plastique dans la mer. Oui. Et on pêche ce poisson et vous l'avez bien assaisonné sur votre vous avez l'impression de bien manger votre bon poisson braisé, mais au fond, quelque part, il y a de petites particules de plastique qui se retrouvent dans votre organisme, ce qui n'est pas sans conséquence également sur notre santé. Fort heureusement, il y a des initiatives citoyennes qui proposent des solutions alternatives durables et pour satisfaire la demande déjà en emballage en plastique. Et j'ai rencontré pour vous et pour les téléspectateurs une dame qui propose des solutions à base de raffia, une fibre naturelle à base de palmeraie, parce que quand on parle de raffia, le raffia est issu du palmeraie. Donc c'est une activiste de l'environnement que je vous propose de suivre. Elle s'appelle Adjoke Jossino. La valorisation, comment est-ce qu'on peut partir d'un produit tout naturel qui vient de la nature et en faire des produits magnifiques et utiles pour la société, pour les ménages. Et l'objectif, c'est vraiment que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience qu'avec tout ce qui est produit naturel, nous pourrons faire des choses juste
beau et utile aussi, parce que c'est ça. Il y a le côté utile de tous les jours et il y a le côté décoratif et tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ça c'est la matière, c'est des fibres de palmier. C'est des palmiers qui poussent dans les zones humides. Moi, je travaille avec des femmes de l'Ouémé. Et donc, c'est des produits qui viennent de l'Ouémé. Et je travaille aussi avec un jeune homme qui est dans la zone du Mono. Donc, ça veut dire que dans plusieurs localités, nous pouvons trouver ces matières premières-là. Ce n'est pas seulement destiné pour une seule localité. C'est ça qui est intéressant aussi. Nous avons un savoir-faire qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, dans mes artisans qui travaillent avec moi depuis 3 ans, il y a 2 qui sont décédés et ils avaient entre 65 et 75 ans. Donc vous voyez, c'est des personnes très âgées qui sont parties aujourd'hui avec un savoir-faire qui n'a pas été transmis. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à valoriser cela. Et surtout que la richesse se trouve dans la valorisation de la matière première. C'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Et donc si on peut partir d'une feuille, transformer ça en tige comme ça et ensuite réaliser des paniers comme ça, par exemple on met de l'arachide dedans. Quand on reçoit à la maison, quand on reçoit des amis, nous mettons de l'arachide, donc c'est amuse-bouche. L'autre chose, vous avez plusieurs formats. Hein. Si vous voulez manger du hata et tevi par exemple, vous avez ce format-là. Très pratique, vous mettez une feuille de bananier dedans. Vous avez votre hata, votre tevi et vous avez le piment à côté. Donc vous voyez que ça ne vous salit même pas. Une fois que vous avez fini de manger, la feuille de bananier est jetée, vous gardez encore votre assiette et vous pouvez réutiliser ça autant de fois que vous voulez. Donc ce n'est pas du plastique, c'est du matériel qui vient de la nature, c'est du matériel qui a été fabriqué par des femmes et des jeunes, donc ça crée de l'emploi pour des gens et c'est écologique. Par exemple ceci, on peut l'utiliser comme passoire. Vous savez, chez nous, on a tellement de plastique dans la cuisine, alors que ça, vous faites des beignets, vous posez dans votre assiette, vous mettez tous vos beignets dedans. Une fois que c'est prêt, ça y est. Vous videz, vous rincez et vous avez une passoire. Une fois que c'est fini, vous l'avez utilisé pendant un certain temps, que ça s'abîme, ça retourne à la nature. C'est ça qui est intéressant. Alors que la passoire en plastique, une fois qu'on l'utilise, et je sais, vous savez bien comme moi, combien de passoires on achète dans une année. Et donc, c'est juste génial de pouvoir dire qu'on peut partir de choses totalement naturelles, qui créent de l'emploi au Bénin, qui valorisent l'artisanat et avoir dans notre cuisine des choses qui ne polluent pas. Et le pire, c'est que dans la passoire en plastique, le fait que ça soit chaud, c'est pas bon pour la santé. Vous voyez un peu. Donc il y a tellement de côtés qui sont mis en valeur. Il y a la créativité, il y a la valorisation des richesses, il y a la création d'emplois, il y a le côté santé. Regardez ça, c'est une assiette. Donc c'est une assiette naturelle, totalement naturelle. Si vous voulez mettre quelque chose dedans qui risque de couler, par exemple, vous voulez manger votre riz arachide, sauce arachide, vous mettez. Pas de plastique, vous n'avez pas d'assiette cassable. Vous avez dit ça tombe, ça ne se casse pas. Si c'était du plastique, s'il y a du chaud dedans, vous mangez, donc c'est cancérigène. Et puis c'est léger. Ça permet de valoriser le travail des jeunes, des femmes. Ça crée de l'emploi. Et vous, ça vous permet en plus d'avoir quelque chose de très authentique chez vous. Je vous dis tout de suite, ça fait son effet à chaque fois que moi je reçois et que je présente mes paniers. Quand nous travaillons avec l'association et qu'on présente, on dit aux jeunes, voilà, le repas c'est dans les paniers. Au début, il y en a qui sont réticents, mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, ils voient que c'est juste génial. Et après, ce qu'on propose, c'est de manger avec les doigts. C'est la meilleure manière. Ah ouais. Ce qu'on propose, c'est de manger avec les doigts. Je suis d'accord. Est-ce que si vous allez à une réception et qu'on vous donne à manger dans une assiette à base de raffia, est-ce que vous allez manger? Ah mais bien sûr, je vais raconter une petite anecdote en 2 secondes. J'étais allé manger dans un market de la place. Et puis le jour-là, j'avais tellement faim après le boulot. Et puis il y avait des couverts, il faut prendre fourchette, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'avais commandé du riz. Amandine, Patrick, moi je me suis levé, je suis allé me laver les mains. Et tout le monde me regardait de façon bizarre. Et après, quand je me suis lavé les mains, je me suis mis à manger. J'ai remarqué qu'il y avait des expatriés qui se sont levés, qui ont fait exactement comme la même chose, oui. Et d'autres compatriotes ont suivi. Et donc,
C'est le côté où, l'endroit, la partie où elle dit il faut manger avec les doigts qui moi, m'interpelle. Et puis l'autre chose, effectivement, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans les réceptions, est-ce que vous avez remarqué que les amuse-bouches... Il y a des buffets locaux, oui. Voilà. Il y a des buffets locaux, soit on vous les met dans des calebasses, on vous propose même des boissons locales, du chacalo et consorts, et dans des calebasses. Vous avez du andou. Andou, oui. J'aime bien. Concada, arachide, nougat. Même le cli-cli, vous avez le cli-cli. Et tout ça est servi soit dans les paniers, soit dans des calebasses. Donc, il faut dire également que aujourd'hui, les Béninois prennent conscience qu'il faut laisser un peu de côté les plastiques, les aciers, les sachets surtout, et se tourner vers tout ce qui est naturel. Donc l'idée derrière l'initiative est donc de protéger l'environnement parce que le raffia est biodégradable et ne contribue pas à l'accumulation de déchets plastiques. Il s'agit également de valoriser un savoir-faire ancestral en voie de disparition. Et outre tout ce que vous venez de voir, les ustensiles de cuisine, on peut fabriquer d'autres objets avec ces fibres naturelles. Par exemple, les objets de décoration, on va sur également, oui. D'accord. Vous savez très bien, on a à Go. Donc on aime bien aller à la plage et tout ça. Donc vous avez le panier de pique-nique qui est là. Vous mettez tous vos trucs dedans, en naturel. Vous arrivez à la plage et en plus, je vous dis tout de suite, vous faites l'attraction. Hein. Tout le monde veut être, parce que voilà, c'est très classe et c'est très naturel. Nous utilisons du raffia donc, pour faire de la décoration. Par exemple, pour des mariages, j'ai eu à garnir des paniers pour les mariés. Au lieu de mettre dans du plastique les dragées, c'est des tout petits paniers garnis avec du raffia. Tous les invités sont partis avec ça. Donc vraiment, on a énormément de choses à faire. Par exemple, là, c'est un panier qu'on utilise pour faire. On met des ampoules dedans. Ça nous rappelle un peu quoi? Les embêtants, vous voyez. Donc, en même temps, dans la manière de créer, on remet vraiment la tradition en avant. Parce que la tradition, c'est nos racines. Et ici, dans la nature, on tient vraiment à mettre l'accent sur ça. Quand tu sais d'où tu viens, que tu connais tes racines, tu sais très bien que ce qui vient de chez toi a de la valeur, mais tu marches la tête haute. Tu marches la tête haute et quand tu reçois chez toi et que déjà sur ta véranda, tu as une lampe comme ça qui rappelle tes origines, qui rappelle ta culture, mais les amis qui viennent, tout de suite, ils savent à qui ils ont affaire. C'est quelqu'un qui sait d'où elle vient. Et donc c'est très traditionnel. Je tenais à mettre l'accent dessus. Et ce qu'on voudrait faire aujourd'hui avec les jeunes avec qui on travaille, c'est de leur montrer ça, de les amener à s'intéresser à cela, puisqu'aujourd'hui ils sont dans le design, ils sont dans la communication, ils sont sur tout ce qui est numérique, où il y a des gens qui créent, il y en a qui vendent, il y en a qui font la communication. Donc ils ont tellement de champs de choses et nous avons des écoles de design aujourd'hui qui peuvent leur permettre de développer un peu tout ça. Et c'est vraiment vers là je voudrais que les jeunes aillent, comprennent qu'au Bénin, nous avons énormément de richesses et que ces richesses-là n'attendent que eux pour venir les magnifier, leur donner de la valeur. C'est comme ça qu'on donne de la valeur. Ah ouais, moi j'aime bien. Imaginez votre véranda avec ce dispositif-là. Voilà. Moi j'aime bien. Ah ouais, moi j'aime bien. Je pense que ça me donne des idées. Déjà Vous faites bien. Vous faites bien. Et déjà, un peu également pour quand on vous invite à une cérémonie, par exemple, vous pouvez vous procurer par exemple des sacs à base de raffia. Si c'est une bouteille de vin, vous mettez dedans. Donc, vous voyez, c'est que dans tous les cadeaux que la personne reçoit, mais ça, c'est original. Voilà. Parce que ça sort de l'ordinaire, c'est bon, un petit sac en raffia, mais vous êtes beaucoup plus attiré par le contenu. Donc, ça crève les yeux, c'est que ça fait waouh. En plus de ça, il y a également de petits paniers dans lesquels, par exemple, on vous invite à manger, on n'y va pas les mains vides. Donc, il y a de petits paniers dans lesquels vous pouvez mettre de petits bonbons, des amuse-bouches, et vous faites l'effet une fois sur place. Mais l'autre chose, Patrick, c'est qu'il y a de plus, enfin, je vais dire de plus en plus, il y a certaines personnes qui vous regardent comme un extraterrestre quand vous adoptez ce mode de fonctionnement. Parce que ces personnes-là se sont dit qu'il faut être tout le temps occidentalisé. Et que ces personnes sont occidentalisées même dans leur tête. Ce qui fait que quand tu fais quelque chose qui
ne répond pas simplement à la norme occidentale, voilà, fourchette, tout ce qui est occidentalisé. On s'est dit, non, lui là, est-ce qu'il ne vient pas directement du village? C'est effectivement ça. Quand vous proposez mais le monde a évolué aujourd'hui, hein, parce que même pour les dots aujourd'hui, vous voyez déjà la décoration, tout est aujourd'hui traditionnel. Même quand vous invitez un décorateur. Voilà, un décorateur. Bon, pour les mariages, on les appelle les wedding planners, quelque chose. Wedding planner. Le décor qu'on vous propose aujourd'hui pour la dot, c'est purement traditionnel. La chaise sur laquelle la mariée s'assoit, les invités, tout est traditionnel. Donc, le raffia, le rotin et autre chose est source d'activité génératrice de revenus. C'est une ressource naturelle aux multiples enjeux. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on nous montre, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas nouveau. On retrouve les paniers dans les marchés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on trouve sur le marché? Est-ce que Dame Adjoké propose, suivez. Je peux dire que la différence, c'est la transmission et la prise de conscience. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, je fais vraiment des choses très faciles et très naturelles. Très simples aussi. Et on change de format, vous avez des formats que vous ne retrouvez pas au marché. On change de modèle, vous avez les pots de fleurs, un peu la forme. Vous avez les paniers de poubelles pour les chambres d'enfants que l'on ne retrouve pas au marché. Mais je suis partie sur des choses toutes simples pour montrer dans un premier temps aux jeunes que c'est possible. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas impossible. Vous voyez, et qu'on peut l'essayer, on peut tout de suite le tester. Ce n'est pas un produit tellement abouti qu'on se dit, bon, le temps que je me lance là-dedans, laisse tomber, quoi. Donc c'est pour vraiment partir sur des choses toutes simples, possibles à faire, possibles à tester, pour que la génération qui vient derrière se dise, on part de là, mais on peut aller très loin. Donc, c'est vraiment cette démarche-là qui m'intéressait. Quand je vous parlais tout à l'heure du panier pour la cuisine, c'est quelque chose de tout simple, de la passoire. Donc, j'ai même dit la dernière fois à mon équipe, je dis, il faudrait qu'on fasse un atelier cuisine et qu'on montre aux gens un peu tout ce que nous pouvons utiliser dans notre cuisine qui peut être naturel. Parce qu'on l'oublie. Et quand tu le dis, les gens ne perçoivent pas ce que tu es en train de dire. Mais quand tu le montres, là, ça prend tout son sens. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de montrer aux enfants, de montrer aux adultes, et même les femmes avec qui je travaille, elles s'étonnent quand je leur dis que, en fait, ce que je suis en train de leur demander de faire, c'est une assiette. Elles me disent, ah, je dis, vous voyez, donc c'est vraiment des choses toutes simples que je peux leur montrer. Ce n'est pas un meuble, ce n'est pas un produit super sophistiqué où elles vont dire, ah, je voulais ton ouais. Vous voyez un peu ce que je dis, parce que souvent c'est ça. Quand on fait des choses chez nous et que c'est un peu sophistiqué, les gens disent non, c'est pas pour nous, c'est pour les étrangers. Non, en fait, vous voyez un peu le nombre de personnes que nous sommes au Bénin, en Afrique. Et c'est sur ça aussi que je veux faire prendre conscience aux jeunes, que des fois, c'est pas de vendre des choses à 10 000. Des fois, ça peut être un panier que tu vends à 500 francs. Mais quand on fait 10 millions dans le mois ou 10 millions sur l'année et que tu as un projet de développer cela, de dire voilà, cette année j'en ai fait 10 000, l'année prochaine c'est d'en faire 20 000 et 30 000 et nous avons la population pour ça. Quand je vais voir d'autres personnes en train de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais ça va être du bonheur. Il y en a qui le font, mais je voudrais qu'il y en a beaucoup plus qui fassent ça. Donc c'est de développer aujourd'hui ce que Iceda Nature fait, de mieux le vendre, de le proposer à plus de ménages, à plus d'entreprises, et que derrière nous ayons des jeunes qui prennent le relais, qui soient au niveau du design, qui commencent par réfléchir en disant oui, ben moi, avec cette fibre-là, j'aimerais faire telle chose. Et ça va servir peut-être dans la téléphonie mobile, pour poser son téléphone, pour faire des trucs où ils ont vraiment besoin. J'aimerais faire des sacs, j'aimerais faire ci. Avec le raffia, il est hyper malléable. Donc on fait des sacs, on fait plein de choses. C'est une ressource qui existe, qui est là, mais au fait les jeunes aujourd'hui, chaque fois que je pose la question, ils ne connaissent pas. Même dans les villages, quand je vais des fois, les gens me disent ils n'en font plus, plus personne ne fait ça. Et ceux qui font, il n'y a aucun jeune qui s'intéresse à ça. L'objectif, c'est vraiment
de faire revivre un peu tout ce savoir-faire que nos ancêtres avaient et qui était très bien fait. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, ceux qui savent le faire sont en train de mourir sans avoir transmis. Ce que les jeunes ont aujourd'hui comme moyen de communication, de formation et tout ça, qu'ils puissent le moderniser et en faire quelque chose de nouveau, de fonctionnel, d'accessible, et puis qui véhicule la culture béninoise en fait. Oui, je suis totalement d'accord avec elle. Imaginez je suis en phase. La coque de votre téléphone à base de raffia. Oui, ça pourrait faire design. Hein. Vous voyez, non? Oui. Et puis, les designers vont travailler dessus pour que ça ne gratte pas les doigts. Parce qu'avec tout ce qu'on cherche comme coque chaque année, et puis c'est du plastique. Et après, on l'enlève, on jette. Moi, je rêve, et ça, je voudrais le dire, de voir un dîner de gala à la présidence, par exemple, rien qu'avec ce décor-là. C'est possible. Possible. Oui. Peut-être. De toute façon, on le fait déjà dans des réceptions, on fait déjà des buffets 100% locaux. Donc, c'est pas impossible. Eh bien, vous imaginez tout le gratin d'ambassadeurs, de personnalités que le chef de l'État invite pour dire, bon, voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas de verrerie, il n'y aura pas d'assiette, de fourchette, de rien. Voici ce que le Bénin vous offre. Une assiette en panier. En panier. Ouais. Et tout ça, c'est le Bénin en mouvement. Ah oui, pourquoi pas. Le Bénin qui bouge. Merci à vous, Amandine Aniabossou. Merci à vous, Alain. Merci pour ce sujet très, très intéressant. On se retrouve demain, c'est ça. Hein? Oui. Allez, vous restez avec nous. On va recevoir Marvin. C'est avec elle que nous parlons Internet, éducation aux médias. Et ce matin, elle a choisi de nous parler d'un sujet très important. J'ai bien envie de dire, si ce que vous avez à dire n'est pas plus grand que le silence et n'apporte pas grand-chose, il vaut mieux la boucler. C'est un peu ça. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le tapis. Ce que vous voulez publier, est-ce que cela a d'impact? Si oui, quel type d'impact et quelle couleur d'impact? Marvin, Promaez, Aïnadou, bonjour. Bonjour Alain. Leçon 6 cette fois. Leçon 6. Alors, vous avez décidé donc de nous parler du contenu, surtout de l'impact derrière. Oui, et l'idée, c'est pas de dire à la jeunesse de ne pas poster sur les réseaux sociaux. Nous savons tous ici que les réseaux sociaux, c'est un monde où il y a tout le monde et chacun peut poster ce qu'il veut et quand il veut. L'objectif, c'est de réfléchir à la portée qu'a le post en fait sur les gens. Si c'est une influence, une réaction, une désinformation. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où rapidement, les publications qui sortent de leur contexte, font rapidement l'effet domino. Cet effet, en fait, c'est pris du contexte, ça génère des interactions, des réactions imprévues. Et les études en communication montrent que les publications avec émotion ou polémique ont une portée beaucoup plus grande. C'est-à-dire... c'est pour ça qu'il existe des polémistes. C'est voilà. Un genre tout entier. C'est ça. Donc, ce sont des experts en communication qui ont montré cela, que des posts qui ont plus trait aux émotions ou à des informations fausses ont plus de viralité. Maintenant, il y a la responsabilité en fait de l'émetteur. Celui qui publie ne doit pas oublier qu'il est sur un réseau de près de milliards de personnes, notamment des jeunes de tout âge, de 12 à plus. Il faudrait qu'ils se disent, est-ce que ce que je veux poster maintenant, même si ça va m'apporter des followers, même si ça va m'apporter de la viralité, est-ce que l'impact que j'aimerais, en fait, que si j'étais à la place de ces jeunes-là, est-ce que je serais apte à endosser, en fait, cette information qui n'est pas encore pour ma personne? Donc, il y a la responsabilité que l'émetteur doit avoir. Le contenu peut être vu par des amis, des inconnus et des parents, même des recruteurs. Je le disais la dernière fois ici, avant qu'une entreprise ne vous embauche, on fait des recherches en fait sur vous et juste à travers vos différents posts sur Facebook, quand tu as votre nom dans Google, on peut avoir tout ce qui a rapport avec vous. Donc, si vous êtes sujet de... On dirait, oui, on parle de TIC, hein. On est dans la TIC, ne vous en faites pas, Amandine. C'est ce qu'on appelle la signature numérique. Oui. C'est votre personnalité que vous avez laissé traîner sur les réseaux ou sur Internet. Donc, si le recruteur tape ton nom et on voit que tu es tout le temps dans les lives TikTok à faire
à faire des polémiques. On se dit, ah, bon, à quel moment il va trouver le temps pour travailler au présentiel. Même pour les concours aujourd'hui, parce que je me rappelle, la dernière fois, ils voulaient postuler à un truc, ils ont demandé le lien de ma page Facebook. Bien, voilà. Pour aller checker ce que la Fine Fleur fait. Pour aller voir tout ce que Amandine Aniaboussou poste. Voilà, parce que nous sommes dans un monde où même s'il y a le numérique qui est là, il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Les organisations aujourd'hui ne veulent pas associer leur image à n'importe qui. Donc, vous pouvez être intelligent de toutes les manières, mais si votre image de marque sur les réseaux, sur Internet n'est pas crédible, vous pouvez perdre beaucoup d'opportunités. Et parlant justement de crédibilité, parfois les gens sont aussi à la recherche de célébrités. Ils prennent des célébrités pour donner de la crédibilité à leurs produits. C'est comme ça, par exemple, que nous, on se retrouve à faire des publicités de médicaments qu'on n'a jamais fait. Oui, jusqu'à hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire, voilà, vous avez fait une émission sur le RTB, sur la SRTB à la télévision, et vous parlez d'un tel docteur avec tel produit. Je dis, mais jamais, je l'ai jamais fait. Les deepfakes. Voilà, ce sont des manipulations à base de l'intelligence artificielle. On nous fait dire des choses qu'on n'a pas dit. Et ça, il faut que les recruteurs aussi fassent attention à ça. Oui, ils font. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a depuis près de 3 mois une vidéo de Jimon Ousso qui circule, où il fait de la publicité pour OneXBet ou un truc de paris sportif. Depuis, je ne sais pas vraiment si lui-même il l'a vu, mais ils ont tellement fait l'image, ils ont fait, c'était un compte certifié à Jimon Oussou, et il explique comment il faudrait faire. En fait, c'est la même chose qui est arrivé avec Steve Monnier, qui a failli nous intenter un procès ici, en croyant que c'est l'OTB qui était à la base de cette publicité-là. Et vous avez vu aussi des vidéos où c'est Osias Sonovu, notre chef, qui faisait de la publicité. Je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. En fait, techniquement, c'est du marketing d'influence. En fait, normalement, en tant que personne physique, je peux faire appel à des influenceurs, des personnalités publiques pour leur demander une collaboration afin de promouvoir ma marque. Mais en fait, ces personnes-là qui génèrent des fausses vidéos ne veulent pas en fait prendre la route normale du marketing d'influence. Ah ben non, il faut prendre la route. Moi, je suis disponible à faire votre marketing. Non, attendez, je me sape bien et puis bon, j'appelle la Fine Fleur et puis on fait une bonne production pour vous et puis vous passez la publicité sur la SNTV, sur Bénin TV. Et nous, ça nous fait de l'argent. C'est pas la peine de nous arnaquer. Voilà. Voilà. Du coup, il faut faire, et ça renvoie en fait à la désinformation et en embuscade parce qu'ils publient des images propagandes, des fake news ou rumeurs, ce qui entache souvent leur idée parce que vous savez déjà qu'une telle personne a déjà généré une vidéo de vous. Je suppose que même dans 10 ans, est-ce que vous aurez envie de collaborer avec cette personne-là? Elle a déjà utilisé votre image sans votre accord. Donc voilà. Donc comme conseil pratique à donner, en fait, je vais inviter la jeunesse à relire les contenus 10 fois avant de l'avoir écrit. C'est pas qu'il faut préparer son post de façon comme si c'était un examen. Après avoir publié son contenu, il faut attendre pour observer l'interaction des gens. La réaction. Parce qu'il y a je suppose, j'ai une amie qui a posté la dernière fois une vidéo, elle était en salle, elle prenait de la boisson énergétique. La vidéo a explosé, 500 likes et tout, mais dans les commentaires, les gens disaient, mais c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Environ 90% des commentaires disaient, c'est pas bon pour toi. On suppose moi je ne l'avais pas vu et qu'elle-même s'était déconnectée juste après avoir posté. Ça allait faire le tour, ils vont dire, en tant que personnalité publique, parce que c'est une personnalité publique, on a lui dit, ah oui, elle est jeune et elle consomme telle boisson. Donc après avoir posté, il faut attendre pour observer un peu l'interaction ou pour jauger un peu à peu près ce que les gens disent. Et corriger le tir. Et corriger le tir. Maintenant, il faut vérifier les faits après, pour poster des informations pertinentes, comme l'histoire de Madame Aurélie. Il faut avoir des sources fiables. Ce n'est pas parce que des médias, micro-médias ont posté qu'il faut relayer tout simplement. Est-ce que la criette même a dit qu'il y a eu ci ou ça? Donc, vérifier... C'est une fausse histoire? Non, c'est pas une fausse histoire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Patrick veut faire son bateau sur le plateau. Comme le dirait l'autre, il veut faire son béret ici. C'est une fausse histoire. Allez, Marvin. Je n'ai pas eu le courage de lui envoyer des messages pour demander qu'est-ce qui se passe. C'est juste une parenthèse. C'est une parenthèse, on va y revenir. Donc, il faut penser à l'audience qui voit ce post et quel effet aura le post en fait sur eux. Et il faut faire un ajout constructif si possible, réfléchir, discuter, comprendre plutôt que simplement liker ou partager. Voilà. D'accord. Allez, chers amis, ce qu'on va faire,
On a fait un peu beaucoup de tours. Hein? Oui. Et que direz-vous d'une petite pause? Vraiment. Oui. Ça va nous faire du bien, non? Oui, oui. Allez, on fait une petite pause et on vous revient, mesdames, messieurs. Avant de retrouver la dame. Eh oui, Béni TV, c'est bel et bien votre télévision et là, nous sommes en pleine émission. Bonjour le Bénin et celle à qui on va dire bonjour, c'est bel et bien la Danonde. Bonjour Alain, bonjour Amadine, bonjour Marvin, bonjour le seul coq. Bon non, il se fait accompagner aujourd'hui. Bonjour Padjan. Je suis là avec le Bénin. Danonde, Oui, bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Oui. On va conclure avec Marvin. La dame d'éducation média. J'ai tout dit. Elle a tout dit. Mais vous avez vu son freestyle de ce jour. En fait, nouveau mois, nouvelle réforme. On parle quand même de réformes, hein? Donc, ce ne sont pas des réformes politiques, ce sont des réformes de lunettes. Ce sont des réformes vestimentaires. J'espère que ce n'est pas son mois d'anniversaire. Non, c'est en avril. C'est en avril. Bon, d'accord, on a encore du temps. Allez, heureuse Danodé, ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un sujet, je ne dirais pas atypique, mais un sujet quand même très intéressant. Atypique quand même. Le dressage du chien. Du chien. Sinon de l'animal en général. Et pour le faire, on va quand même pas rester au plateau pour parler de dressage. À moins d'amener des chiens ici. On ne pourra même pas tenir. Avec le aboiement, on ne pourra pas tenir. Il y a de petits chiens. Ah oui, les chiens que mon invité appelle souvent. Et c'est votre invité, justement. Bien sûr, c'est mon invité Mathieu Sokeno, qu'on ne présente plus. Ça, c'est clair. Un collègue, mais qui a une passion pour les chiens, oui. Il est dans le dressage, dans la vente, un peu de tout. En tout cas, tout ce qui est lié aux chiens. Merci d'être là, Mathieu Sokeno. Bonjour le Bénin, bonjour heureuse Danodé, bonjour le plateau. Bonjour Mathieu. Alors, souvent sur nos signatures de reportage, les téléspectateurs ont dû remarquer Sokeno. C'est bel et bien lui. Voilà l'image. Voilà. L'homme de l'ombre. Aujourd'hui à la lumière. Heureuse Danodé, on s'est posé la question de savoir si le dresseur de chien pourrait être ce professionnel de la famille canine. Ah oui, il l'est. Il l'est et je vais tout de suite nous inviter, ou je ne sais pas si vous me l'autorisez. Vous avez l'autorisation. à demander aux téléspectateurs de suivre cette visite que nous avons eu à faire dans un centre de dressage professionnel de chiens pour comprendre un peu comment le dressage peut transformer en quelque sorte la relation entre le chien, sinon l'animal en général, et son maître. D'accord. Ils aboient, ils sautent, ils tirent parfois un peu trop sur la laisse. Mais avec la bonne éducation, nos amis les chiens qui vous disent déjà bonjour à travers leur aboiement, bonjour le Bénin, peuvent devenir de véritables compagnons de vie, obéissants, équilibrés. Alors, Heureuse est sur le terrain aujourd'hui à la rencontre d'un dresseur professionnel pour comprendre comment le dressage peut transformer la relation entre le chien, l'animal en général, et son maître. Maître, comment vous allez? Je vais très bien, chez vous. Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Ouais, je comprends qu'il vous obéit parfaitement. Je suis là, il ne me connaît pas, mais quand même, je ne peux rien craindre. Absolument. Alors, vous êtes dans ce domaine depuis combien de temps? Vous êtes dresseur professionnel. Depuis combien de temps déjà? On a commencé pratiquement depuis 2018. Oh, d'accord. Oui, depuis 2018, on a repris. C'est vrai, chacun travaillait dans son coin, mais après on s'est mis ensemble, on a formé une équipe. Vous allez voir, il y a encore d'autres personnes qui sont là et tout, qui se sont mis avec nous. Et puis on est dedans depuis 2018. Mohamed, ce que vous avez porté là, c'est quoi? Ça fait peur quand même? C'est un costume de mordant. Un costume de mordant en fait. Ah d'accord. C'est pour les hommes d'attaque. Donc vous êtes en plein entraînement de mordant. Oui, justement. On essaie quand même de réveiller l'instinct de prédation chez le chien
qui nous sera serviable dans le domaine de la sécurité. Ok. Voilà. Donc, et ce que vous avez porté là, ça doit peser lourd, hein? Oui, ça pèse 15 kg. Ça pèse 15 kg. Et c'est fait à base de quoi? c'est fait spécialement pour ce travail et c'est importé directement de l'Europe. Et puis voilà. Parfait. Et ça, ce chien qui nous donne au moins ce cinéma, ce film actuellement, il est de quelle race? Comment il s'appelle? C'est un bully américain, il s'appelle Ares. Ares, nous avons formé Ares pour protéger son maître à la maison. D'accord. Donc à un moment donné, le maître a dit bon ok, il n'a plus le temps de s'en occuper et tout. Parce que la formation qu'on lui a donnée, c'était vraiment professionnel. Donc le maître, à un moment donné, il a dit, bon, ok, il faut qu'on le reprenne en main. Donc Ares se contente beaucoup plus de faire ce genre d'activité-là. Vous allez voir que c'est un chien, il est bien obéissant, mais en même temps, quand on lui donne les ordres, il le fait rapidement. Vous allez voir qu'il y a l'homme d'attaque qui est là debout, mais tout de suite, quand je vais dire, Ares, tac! Vous allez voir. Voilà. Et puis voilà. Mais moi, je vais dire, arrête, tac, et puis est-ce qu'il va attaquer? Arrête, tac! Arrête, ça c'est un chien. Tiens! Tché, ça dit quoi? Lâcher. Voilà, donc je dis tché. Voilà, je coupe le mot et puis voilà. C'est plus rapide de dire tâche. Tac, attaque, tac. Voilà, donc il le fait. Tché, il lâche. Voilà. Mais il faut repréciser les objectifs du dressage. Vous avez dit tantôt la sécurité. Est-ce que c'est uniquement la sécurité du maître? Ou c'est pour quoi d'autre encore le dressage du chien? En fait, il y a une différence entre l'éducation et le dressage. Ah d'accord. Le dressage, c'est beaucoup plus spécifique pour quelque chose. On dresse un chien pour une mission donnée. On va dresser un chien, peut-être pour la protection de personnes. On dresse un chien pour la détection de toutes sortes des personnes disparues, mais de la drogue, des stupes, des armes, des munitions. Pourquoi pas on a dressé des chiens pour la détection de l'argent et tout. Ça là c'est spécifique, donc là on parle du dressage. On va essayer, on va démontrer. On va démontrer ça de l'argent sans problème, vous allez voir ça. D'accord. L'éducation c'est la base du dressage. C'est la base, le b.a.-ba, le chien doit comprendre que voilà comment se comporter en société, comment se comporter entre ses congénères, comment se comporter avec les humains quand on lui donne des ordres assis, couché, pas bouger, le rappel, la marche au pied, tout ça là, c'est contenu dans l'éducation. Vous voyez, un chien qui aboie à la maison n'est pas nécessairement un chien qui est bien éduqué. Donc un chien qui est bien éduqué... Je peux donner un exemple. Les bergers allemands. Face à n'importe quoi, même les mafias qui bougent. Il y a des races de chiens comme ça, l'aboiement c'est leur point fort. Les bergers allemands, les caucasiens et autres là, des chiens qui aboient beaucoup. Mais quand ils sont bien éduqués, quand tu dis silence, ils doivent pouvoir se taire. Vous allez voir qu'on est en train de parler, mais il y a de mes chiens qui n'aboient pas. Bien sûr. Voilà, donc voilà un peu, c'est l'éducation. Quand moi je parlais, ils s'en foutaient. Donc c'est un peu ça, donc l'éducation c'est la base du dressage. Nous on est spécialisé dans la formation des chiens de sécurité, de tout genre. Ça veut dire qu'on peut déposer... Voilà, Arrête, dégager... Voilà, dégager tous les gardiens qui sont là et puis voilà. En sécurité. En sécurité, correctement, très bien. Arrête, on l'a passé à beaucoup de clients. Ben, ils l'ont aimé. Il y a des gens qui ont dit ah, je ne remets plus à l'aise. Non, arrête, c'est un chien du centre, il ne peut pas partir, il doit rester avec nous. Et à quel âge on peut commencer le dressage? L'éducation. Je parle d'abord de l'éducation du chien. Du chien, oui. L'éducation, dès que vous prenez votre chien, vous adoptez un chiot chez vous, quel que soit l'âge du chien, du chiot, son éducation, ça commence déjà à partir de là. Parce que quoi, votre chien, lui, il va chercher à comprendre. Lâchez! Il ne connaît en fait que son maître est là. Son chien. Je disais tout à l'heure, votre chien, le comportement de votre chien à la maison est souvent déterminé par votre manière de communiquer avec lui. D'où, si vous amenez votre chien à la maison, son éducation commence déjà à partir de ce jour. Et c'est l'éducation que vous lui donnez qui donne le résultat de votre chien, il est obéissant ou il n'est pas obéissant à la maison. Voilà, donc c'est pourquoi nous, on a fait la formation. Tous les chiens sont dressables et tous les chiens sont dressés d'ailleurs à leur manière. C'est la manière dont les chiens se font dresser que vous n'aimez pas et on nous fait appel. D'accord. Le chien le plus vieux que nous, on a eu à dresser ici avait 8 ans. Le problème est que plus le chien il est âgé, plus son éducation est compliquée et ça va prendre du temps. D'accord. Il y a des chiens qui sont très agressifs à la maison.
où les maîtres ne peuvent plus rentrer et on nous appelle, on va les chercher, on les ramène ici. Ils sont plus agressifs même contre leur maître. Oui. Donc le chien se retourne contre son maître. Je peux vous raconter rapidement une anecdote. Oui. Il y a un monsieur parti en voyage, il a un bouli, un chien de cette race-là. Oui. Et il est parti en voyage. D'accord. Et il est le seul qui maîtrise son chien alors qu'il vit en appartement avec sa famille. Donc les enfants sont revenus et il ne peut pas rentrer dans l'appartement. Voilà. Et le chien montait la garde à l'intérieur. C'était du fou. On était obligé de nous faire appel de venir. On était partis pour aller prendre ce chien-là, pour pouvoir le mettre dans la cage afin que les enfants puissent rentrer dans l'appartement. Oui, c'est pourquoi on a ces équipements-là. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on s'en va et qu'on voit que le chien il est trop agressif, on ne peut pas s'approcher et tout. La communication, ça ne passe pas. Les chiens comprennent le langage corporel. Si on adopte ce langage-là et ça ne marche pas avec eux et qu'ils veulent toujours forcer, bon, on est obligé quand même de passer au niveau supérieur. C'est pas qu'on les tape, mais on essaie quand même de se protéger pour pouvoir les prendre et puis voilà, et de forcer les Mais j'ai vu que sa tête est nue, il n'y a pas de problème là, à ce niveau. Voilà, c'est pourquoi le chien ne va pas là-bas. C'est pourquoi pour être dresseur, il faut se faire former. Dès que le chiot est sevré, d'accord, dès qu'il est sevré, il n'est plus avec sa mère. Il n'est plus avec sa mère, il faut commencer à lui apprendre les bonnes habitudes. Ne pas mordiller, ne pas sauter sur les gens, commencer à le faire passer dans les obstacles pour qu'à la longue, quand votre chien va grandir, qu'il soit beaucoup plus en confiance et qu'il n'ait pas peur de certains stimuli. D'accord. Ouais, non. Quand je parle de stimuli, je parle par exemple des bruits des moteurs, des voitures. Ouais, les pneus, les trucs qu'on a mis en place, tout ça là, c'est pour travailler les chiens peureux. Les chiens qui n'ont jamais connu le dehors et tout c'est pour les aider à se familiariser avec ces choses, pour revenir en confiance. Et après, maintenant, nous, on leur demande ce qu'on veut de lui. Il y a des chiens de race qui, parfois, même face à un bruit, fuient. Oui. Ce n'est pas tous les chiens qui aboient à la maison qui sont de bons gardiens. Ça veut dire que tout chien a besoin d'éducation. C'est très important. C'est pas parce que tu as un chien de race chez toi que tu as un bon chien de garde, non. C'est ça. Tu as un chien de race chez toi, tu veux qu'il soit un bon chien de garde, il faut l'envoyer en éducation, il faut l'envoyer en dressage. C'est très important. Ah, en tout cas, on va voir les autres dont vous aviez parlé tantôt, les autres races dont vous aviez parlé tantôt. Ok. Nous allons passer à d'autres parce que ici, franchement, c'est toute race qui se trouve ici. On va voir avec d'autres comment ça se passe. Et pourquoi pas, je vais faire un essayage de dressage. Ok. Lui, c'est un malinois croisé avec un berger allemand. D'accord. Que j'ai eu d'un client. Donc, il fait la recherche. Sa spécialité, c'est la recherche. Ce que vous faites là, je peux le faire. Randy est gentil pour le faire. Il n'y a pas de souci. Tu peux toucher là. Randy. Allez, Randy. Essayez de le... Voilà, comme ceci. Voilà. Oui, c'est tout. Randy, c'est un jaloux. Hein. Il n'est pas que le touche d'autres chiens. Oui. C'est un Rottweiler. C'est le chien d'un client. Ok. Et voilà, le client est confronté à un problème d'insécurité chez lui à la maison. D'accord. Et puis il l'a envoyé pour qu'on l'éduque, pour qu'il soit beaucoup plus obéissant et en même temps un très bon chien de garde à la maison. Donc c'est un Rott. Et lui, il est là depuis quand? Il est ici, ça fait pratiquement 2 mois. Ok. Celui qui est à côté de lui, ça c'est un peu spécial. Je vois que ses oreilles sont coupées là. Ses oreilles sont coupées, oui. C'est un bully américain. C'est un bully américain. Okay. Et c'est un chiot. Je pense qu'il est en train d'avoir pratiquement 4 mois. 4 mois. À quel âge le chien est adulte? On peut dire qu'un chien est adulte. Le tout dépend de la race, mais pratiquement à partir de 18 mois. Les chiens atteignent leur maturité à partir de 18 mois, 2 ans. On va lui demander d'aller chercher Poutine. En attendant, moi, je vais vous remettre l'argent. Okay. Vous voyez les caisses là. Elle ne doit pas savoir là où on a. Non, elle ne doit pas savoir, il n'y a qu'à partir. Je vais vous remettre l'argent. D'accord. Vous mettez ça dans n'importe quelle caisse que vous voulez. On sera ici. Et puis on va voir. Je mets ça où? Voilà, parfait. Même si vous aimez chien, vous aurez du mal à avoir une bonne relation avec votre chien à la maison. Parce que si tu n'as pas le temps pour le chien, c'est mieux de ne pas avoir un chien. Vous allez apprendre qu'il y a certains propriétaires de chiens
qui se font mordre par leur propre chien. Les chiens tout le temps en cage, c'est pas bien. D'accord. C'est pas bien. Souvent, c'est toujours bon. C'est même thérapeutique. Parce que tu reviens du boulot, tu es stressé, ton chien vient t'accueillir. Tu prends là-bas, tu lances, il va chercher, il revient. Tu lances, il va chercher. Ça t'occupe. Voilà, ça va t'occuper, ça va te déstresser. Et en même temps, ça renforce ta relation avec ton animal, ça renforce une sorte de complicité. C'est ça qui fait que les chiens, ils sont jaloux de vous. Ils disent, ah non, personne ne nous apprend de me mettre. Je pense que c'est une très belle transition. C'est une très belle transition que notre dresseur professionnel du jour trouve. Nous allons nous rendre chez une de vos clientes, je dirais, propriétaire de chien, qui va nous parler de sa relation avec son chien, le dressage, quel effet ça a eu dans sa relation avec son chien. Super, ça fait plaisir. On continue notre visite. Là, on est avec la maîtresse de RES, ici. Nadine, merci de nous recevoir chez vous. Vous avez bénéficié également des services de dresseur professionnel. Depuis le début. Alors, quel a été l'impact, je dirais, du dressage dont votre chien a bénéficié dans votre relation avec lui? Je ne voulais pas un chien d'attaque, je voulais un chien de compagnie. Donc je suis servie, c'est un chien de compagnie. Je peux aller à la plage, on le laisse libre parce qu'on sait qu'il ne fera de mal à personne. Tout petit, il était à Tori avec des petits-enfants, il n'a jamais mordu personne. D'accord. Donc on l'a élevé au départ comme ça et après ils ont pris la relève pour le dressage, mais je ne voulais pas un chien méchant. D'accord. Mais c'est de quelle race? C'est un berger allemand. D'accord. Mais c'est bizarre, un berger allemand, comme on l'avait dit tantôt, c'est celui-là qui ne fait que crier à tout bout de champ. Mais depuis, franchement, on n'a rien entendu depuis là. Non. Et ça grâce au dressage. Je ne veux pas qu'il crie. Wow. Mais lui, il a un instinct de garde très très développé. Okay. Il aboie seulement si nécessaire. C'est un chien qui est équilibré. Ah, intéressant comme sujet. Ah oui, je suis complètement subjugué par ce sujet-là et je pense que on le disait en interne, on va revenir sur le sujet en saucissonnant. C'est toute une semaine consacrée à la santé animale. À la santé animale. Et j'ai adoré le courage indien de Heureuse. Oui. Elle est sur ses gardes, mais elle fait comme ça. Elle était dressée sur ses gardes pendant le dressage des chiens. Alors, Mathieu Soukenou, vous qui êtes un passionné de chiens, c'est vrai, on dit le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. D'où vous est venue cette passion et parmi tous les chiens, quelle est la race que vous préférez? Merci Alain Soutiomé. Je remercie tout le plateau Heureuse Danodi qui au début n'aimait pas les chiens, mais finalement... Allez à l'essentiel. En fait, moi, quand j'étais tout petit, je passais de CP au C1. On m'avait posé la question, paix à son âme, on m'avait posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu voulais comme cadeau? Je lui ai dit que je veux un chien. Et elle me disait, bon, va chercher toi-même. Dès que tu trouves, je te donnerai l'argent et tu vas prendre. Donc, du coup, j'ai acheté un chien qui était resté, qui a passé de très beaux moments avec nous à la maison. Et après, bon, passer à autre chose. Bon, après, moi, je dis, j'aime tellement les chiens, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire à cause de telle chose, non. Oui. C'est naturel. Mais Mais je suis passionné des American Bully. Ah. J'aime les molosses. Pas des chiens effilés, par exemple, comme le Doberman, qui sont des chiens effilés. Des chiens comme le chien qui a fait l'exercice de mordant, là. Le mordant, là, c'est un American Bully, c'est des molosses. C'est des chiens qui n'ont pas trop de taille, mais qui sont costauds. Qui ont du muscle. Voilà, qui pèsent. Voilà, mais il a terrassé son ennemi, malgré la quantité, le poids, le volume de la tenue que le monsieur a portée. Donc voilà un peu, j'aime les American Bully parce que c'est des chiens doux en fait. En même temps, on peut en faire chien de garde
et chien de compagnie. D'accord. Mais Mathieu, les chihuahuas. Et Mathieu va vous dire, les chihuahuas, ce sont ces chiens-là que lorsqu'ils sont à la maison, le voleur vient, il ramasse tout, et il les ramasse aussi, ils s'en vont. Mathieu, ce qu'on a remarqué que de plus en plus de Béninois adoptent des chiens. Il y a cette culture-là qui commence par arriver dans pratiquement toutes les maisons aujourd'hui sur une grande échelle. Il y a toujours au moins un chien à la maison. Quelle est la nécessité d'avoir un chien à la maison? Bon, les Béninois ont commencé par comprendre qu'il faut avoir un chien à la maison parce que le chien joue un grand rôle. Je vous explique. Notamment sanitaire. Oui. Nous, on a vu des images où le chien vous lapait un peu et tout ça. Oui, parce que je suis... En fait, quand... Les chiens, voilà. En fait, je tiens à vous expliquer quelque chose. On n'achète pas un chien. D'accord. On adopte un chien. Le chien, dès que tu amènes le chien à la maison, le chien se dit qu'il est de la famille. Et dans le carnet, quand vous faites les vaccins, dans le carnet, il demande le nom du propriétaire. Donc, on met le nom, les coordonnées du propriétaire, la maison, la famille qui l'accueille. Tout à fait. Si vous voyez. Et c'est ce qu'on a fait avec Thiès quand on a voulu le pucer. Ce sont vos références, vos coordonnées qu'on a envoyé, ça a été poussé. C'est le chien de Heureuse qui est à la maison de Heureuse. Yes. Ah, c'est grâce à Mathieu qu'on l'a eu et il est intéressant, il est très bon. Mais côté sanitaire, quel aspect, quel effet ça pourrait avoir? Le chien est un peu, excusez-moi, je peux peut-être étonner les téléspectateurs. Moi, je ne classe pas les chiens dans le truc des animaux. Le chien, je peux dire, ça peut être un abus de langage. C'est un autre humain. Je vous dis la vérité. Un autre humain. Voilà, c'est pas un être humain. Merci Alain. C'est la raison pour laquelle le dresseur disait qu'il ne doit pas rester en cage. En cage, oui. Il faut qu'il sorte. C'est pas bon parce que quand le chien est tout le temps enchaîné dans la cage, le chien fait la dépression. Il devient agressif. Le chien fait la dépression. Bien sûr que oui. Vous savez ce que je propose? Oui. On va demander à Mathieu de revenir demain ou après-demain. On va parler. On va programmer tout ça. Oui, on va programmer. D'accord, on va programmer tout ça parce que le temps, malheureusement, nous fait défaut. L'actualité est très riche et je pense que Heureuse Danodé va donc céder son siège. Et on va accueillir donc l'homme qui est par ici. Oui, venez, allez-y. Les échanges vont se faire. Allez, on va accueillir Marcel Arrossi dans un instant pour parler donc de l'actualité avec les journaux. Voici donc le tapis qui l'accueille. Marcel Arrossi, bonjour. Allez, bonjour à tous. La presse parle aujourd'hui de la turbulence, je dirais même de la tempête qui secoue le parti LD. Eh bien, le tonnerre a grondé dans la maison des démocrates et cette fois, le fracas s'entend jusqu'au couloir du Parlement. Le matinal ouvre le bal ce matin et le titre « 5 députés claquent la porte avec une exclamation ». Le journal raconte, déroule, dénonce presque une implosion au cœur du principal parti d'opposition. Dans une déclaration solennelle, Joël Godonou et ses compagnons Chantal Adiovi, Léansou Dorego, Denise Roumenou et Constant Naoum livrent leur vérité. Ils accusent une gouvernance minée par la paranoïa destructrice, fustigent une ligne politique devenue vengeance permanente et s'éloignent du navire Yahi qu'ils jugent en dérive désormais. Leur test empreint de gravité réclame une autre voie, celle d'une démocratie restaurée, d'une liberté retrouvée, d'une justice sociale à rebâtir tout simplement. On dirait presque une déclaration d'indépendance politique lue à la voix haute dans un pays fatigué de querelles internes. Mais dans Le Patriote, le ton se durcit. Le journal met le mot que tout militant redoute: trahison, tout simplement. Oui, ces départs en série, commente le quotidien, allonge la liste des désertions depuis celle du candidat Renaud Agbodio. Et pendant que certains parlent de courage, d'autres crient à la duplicité. Faire la politique avec le cœur, force ou faiblesse, s'interroge simplement Gasquiani Info. Dans les rangs des démocrates, le choc fait trembler la fidélité jurée hier. Le parti vacille, mais la majorité, elle, observe
et compte. Et surtout, elle avance cette majorité. Bien sûr, Fraternité en parle avec cette proposition de loi portant révision de la Constitution qui vient d'être déposée par Hassan Seibou et Akhenatonde il y a quelques jours. Tout de même, les deux présidents de groupes parlementaires Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau tracent les contours d'un nouvel édifice institutionnel, la création d'un Sénat. Un Sénat pour, dit-on, garantir la stabilité politique et la continuité de l'État. Mais derrière les belles formules, suggère Fraternité, se cache une innovation qui intrigue. La trêve politique, 4 ans sans débat compétitif, 4 ans de silence partisan au nom de l'unité nationale. Le test dense, presque solennel, réécrit les équilibres du pouvoir et déjà, les juristes s'interrogent. Stabilité, oui, mais à quel prix pour la démocratie? Et voilà que Matin Libre relie les fils, décrypte les coïncidences et pose la question qui peut fâcher. Ce vendredi 31 octobre, pendant que 6 députés des démocrates rendaient leur tablier, la majorité dégainait sa proposition de révision. Simple hasard, point d'interrogation ou coup de maître? Point d'interrogation encore. Le journal souligne que ces départs font sauter le verrou de la minorité, le blocage, cet ultime rempart qui empêchait la révision constitutionnelle de 2024 de passer. Et soudain, la pièce du puzzle s'assemble, des démissions opportunes, une proposition qui refait surface et un timing si précis qu'il en devient suspect, selon le journal. Matin Libre questionne toujours et interpelle aussi cette fois-ci. La démocratie béninoise vit-elle un nouveau tournant ou un grand calcul? Point d'interrogation encore. Vous le constatez, mesdames, messieurs, la politique se joue à plusieurs voix, mais l'histoire, elle, n'aura qu'un seul narrateur, le temps. Et s'il y a un sujet sur lequel nous, on ne s'interroge pas du tout, c'est bel et bien que cette émission est terminée. À demain.